France Maghreb 2. Amis confinés, bonjour, bienvenue à tous sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Ravi de vous retrouver pour ce lundi 16 mars. Ravi de vous retrouver pour une émission qui sera peut-être la dernière avant longtemps, bien entendu. On vous expliquera tout évidemment au cours de cette émission. Avec aujourd'hui, il a réussi à se déplacer. Il n'est pas confiné, pas encore. Rudy Kazi, ça va mon Rudy? Ça va très bien Christophe. Ben, félicitations mon Rudy. Merci. Parce que Rudy Kazi, il est élu. Eh oui, Voilà. élu de la République française, élu conseiller municipal notamment. Eh ben, il nous avait rien dit en plus. Vous savez qu'il nous avait rien dit. Rien du tout. On a appris ça comme ça, il nous sort ça, oui, voilà. Bon bah écoute, c'est super. Merci beaucoup. Je suis un homme discret. Voilà, j'aime être. Tu vois, on est à la ville comme à la ville et à la campagne comme à la campagne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On aura les copains et copines qui eux aussi ont joué la course de l'élection municipale tant bien que mal, et on aura donc tout ce qui s'est passé. Et sachez qu'on a un maire qui a été élu au premier tour dans l'équipe du LGF, à l'image de monsieur Dionor Excellent qui sera avec nous tout à l'heure. Super Dionor Excellent. Ouais. Super. Il est super content. Quelle fierté. Franchement, quelle fierté. On aura notre ami Nasser Lajili qui a eu beaucoup moins de chance. On aura Philippe Brouillaki qui est au deuxième tour. On aura Sabrina Sebaï qui est au deuxième tour. On aura Abdeslam Itache qui est colistier et qui est troisième. Voilà. En ballottage, on va dire un peu défavorable pour le coup. On aura aussi tout à l'heure Emmanuel Michael qui a lui aussi été éliminé au premier tour. On va faire un petit peu la tendance de tous nos chroniqueurs, et invité exceptionnel tout à l'heure, Gilles Verdès, qui sera avec nous dans l'émission, bien entendu. Au sommaire de ce grand forum pour ce lundi 16 mars, retour sur le premier tour des élections municipales qui s'est tenu hier, et clin d'œil sur les performances de nos chroniqueurs candidats. Le bilan est mitigé, on y reviendra avec leurs réactions. Nasser Lajili, Dionor Excellent, Emmanuel Michael, Sabrina Sebaï, Philippe Brouillaki. On vous donnera tous leurs résultats, ainsi que Abdeslam Itache, Nassim Lachlache et un certain Rudy Kazi dans un instant. Restez avec nous. À 17h dans les rendez-vous d'Anna, nous recevrons un invité exceptionnel, monsieur Gilles Verdès, journaliste, ex-rédacteur en chef du Parisien, chroniqueur de Touche pas à mon poste. Soyez au rendez-vous tout à l'heure. Gilles Verdès avec nous dans le LGF et coronavirus, bien entendu, le point sur les fake news qui circulent avec notre invité Nassima Oumrayan, présidente de Émanescence, centre de formation et de médecine complémentaire, qui sera avec nous tout à l'heure dans le LGF. Merci d'être avec nous, bien entendu, sur France Maghreb 2. Mon cher Rudy Kazi, nous sommes le 16 mars, ça t'aura pas échappé, hein? C'est ça. Alors que s'est-il passé dans l'actualité du 16 mars? En 1871, sachez qu'une insurrection éclate en Kabylie. La Kabylie étant une région d'Algérie. 1956, Jacques Chirac épouse une certaine Bernadette. Un 16 mars 1956. En 1986, victoire de la droite aux législatives en France, qui emmène à la première cohabitation. Jacques Chirac, justement, toujours le même, qui était Premier ministre de Mitterrand pendant 2 ans. En 2014, beaucoup plus proche de nous, c'est la région autonome russophone de Crimée qui se prononce par référendum pour son rapprochement avec la Russie. En 2014, disparition. On a appelé une annexion à l'époque. Voilà, c'est ça. Pour les plus politisés d'entre nous. Décès en 2014 d'un certain Marc Blondel à Paris. Marc Blondel qui était un syndicaliste français FO, Force ouvrière, entre 1989 et 2004. Voilà sur ce qu'il fallait retenir dans l'actualité de ce 16 mars. Dans un instant, allez, on prend des nouvelles des copains et des copines qui ont des résultats. On va dire que le bilan est plutôt pas mal pour nos chroniqueurs candidats, en tête de liste ou pas. D'ailleurs, on fera le point avec tous, on les aura au téléphone dans un instant, mon Rudy, et tu vas nous parler un peu de toi, parce que toi tu nous as quand même bien caché les choses, hein. Non, je tiens à te dire tout de suite, c'est pas bien, hein. C'est pas bien, mon Rudy, c'est pas bien. Mais non, tout va bien. On sera aussi avec Tarek Mabik qui va nous rejoindre dans un instant, parce qu'il faut qu'on fasse le point de ce qui va se passer si on annule les élections, et on y va tout droit visiblement. Qu'est-ce qui risque de se passer? Certains juristes disent que le premier tour serait caduc, et donc on devrait tout refaire. Peut-être que ton poste d'élu est peut-être menacé, mon pote, hein. Non, pas. Attends. Il y a des scénarios. On en parlera tout à l'heure. Il y a des scénarios potentiels, mon frère. Je me suis renseigné aussi par rapport à tout ça, évidemment. Bon, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec aujourd'hui Rudy Kazi pour m'accompagner, bien entendu. Et Rudy, alors vite fait, on va quand même parler de toi, quand même, c'est important. Donc tu vas être
élu de la République, puisque tu as été sur une liste d'un candidat sans étiquette chez toi là-bas. C'est ça, à Saint-Germain-les-Arpajons. Saint-Germain-les-Arpajons, et donc tu es qui a été élu donc au premier tour. C'est ça, absolument. Voilà. Et élu au premier tour avec un pourcentage de 64,42%. Le taux d'abstention chez vous, combien? Le taux d'abstention, je crois qu'il était de l'ordre d'une 50aine de pourcents. J'ai pas les chiffres des abstentions en tête, mais voilà, grosso modo, on a fait. Il y avait combien de listes? Il y en avait 3. D'accord. Il s'agit donc du maire sortant qui avait pris ses fonctions, son premier mandat, donc il y a 6 ans. Et donc là, on part pour un deuxième mandat, quoi. Voilà. Eh ben super, félicitations. Alors, merci beaucoup. Autre élu de la République, Monsieur Nassim Lachlach, qui est avec nous. Bonjour Nassim. Bonjour Christophe, bonjour Rudy. Salut Nassim. Nous recevions d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, je crois, un certain Jean-Philippe Gautret, qui est le maire sortant de Fontenay, et tu étais donc sur la liste du maire, puisque déjà adjoint au maire pendant le précédent mandat, Nassim. Donc victoire au premier tour. Victoire au premier tour, 57%. Ensuite, je pense que comme toutes les listes qui ont remporté le suffrage au premier tour en France. Malheureusement, on peut se féliciter d'une victoire, mais on ne peut que déplorer le fait qu'il y ait une abstention record et qui soit liée à la situation sanitaire qu'on connaît dans le pays. Donc nous, c'est un petit peu plus de 60%, 61,5% d'abstention, ce qui est énorme pour une commune comme la nôtre, parce qu'il y a d'autres communes qui sont plus habituées au taux d'abstention que la nôtre. On est à Fontenay-sous-Bois, je vous rappelle. À Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est un goût amer, c'est une victoire que on est quand même assez content. Et maintenant, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, puisque on ne sait pas s'il y a un deuxième tour pour les autres listes, s'il y aura un deuxième tour, si l'élection va être annulée. Enfin bon, bref, c'est un flou artistique dans lequel le gouvernement nous a mis en maintenant cette élection. Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on ne sait absolument pas, on attend tous, je pense, et les auditeurs et les auditrices doivent aussi attendre les annonces de Monsieur le Président de la République ce soir. Donc ça va pas forcément être lié qu'aux élections municipales, mais il va peut-être en dire un mot. Bon, apparemment pour les municipales, il faudra attendre demain visiblement. Il faudra attendre demain. Donc on verra. En tout cas, si on se, voilà, c'est vrai que ça laisse un goût amer quand même. Je peux pas. T'es d'accord, Rudy? Ça a un goût amer quand même? Ouais, par rapport au fort taux d'abstention et qui est en progression, parce que là, effectivement, sur les chiffres, c'est normal, les gars. Vous avez globale, vu le climat anxiogène, là? On est à 64%, alors que on était à une trentaine de pourcents, je crois 36% en 2014. Donc c'est un bond énorme, effectivement, qui est lié aux circonstances actuelles par rapport au coronavirus. Faut dire que la plupart des personnes qui votent, ce sont les personnes qui ont passé la cinquantaine d'années, ce sont les populations les plus concernées, et les moins jeunes, ce sont ceux qui votent le moins. Donc déjà que les jeunes ne votent pas beaucoup, si en plus on a les personnes qui sont censées voter à partir de la cinquantaine qui votent moins parce que elles sont considérées comme des personnes à risque du fait de l'âge ou des complications de santé, ça donne ce record d'abstention. C'est vraiment dommage, quoi. Ouais. En tout cas, bravo. En tout cas, mon Nassim, même si c'est une victoire un peu amère, mais quand même bravo et félicitations. Non, après, ça reste comme une belle victoire, parce qu'on avait des enjeux, mais je veux dire, c'est assez particulier de pouvoir aborder la question des enjeux, la question de la victoire, alors qu'on sait que notre pays est en train de traverser quand même avec cette question sanitaire une crise sans précédent. En tout cas, moi, de ce que j'ai connu, et peut-être toi aussi, Christophe, et Rudy, peut-être pareil, on n'a jamais connu ça. Jamais. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est, et ça peut paraître quand même assez déplacé de se réjouir et d'être sur ça, alors qu'on a des gens qui continuent de mourir encore actuellement, et qu'on a des chiffres, on ne sait même pas si ce sont les bons chiffres et si ce sont les chiffres qui reflètent la réalité. Mais en tout cas, voilà, on a quand même remporté cette mise, et en tout cas, j'aimerais remercier le Grand Forum, France Maghreb 2 et toi-même, Christophe, pour l'invitation que tu avais faite au maire de la commune, Jean-Philippe Gautret, qui avait énormément apprécié ce passage, et je pense qu'il serait très heureux de pouvoir y revenir. Avec grand plaisir. Dans tous les cas, faudra compter avec moi, toujours. Toujours, mon frérot. Vous êtes de la famille, mon frère, t'inquiète pas. Et félicitations, Rudy, je te dis de vive voix. Merci beaucoup, merci à toi. Merci, mon Nassim, bon courage et prends soin de toi. Attention, merci, tu restes à la maison. Ciao, à bientôt. Ciao. Bon, voilà pour notre premier qui était aussi sur la liste du maire sortant, donc à Fontenay. Donc voilà pour notre ami Nassim Lachlach, qui est un petit peu dans ton cas, mon cher ami Rudy.
Il est donc élu de la République lui aussi. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà. On va appeler dans un instant notre ami Abdeslam Itache qui lui aussi était sur la liste d'un maire sortant. Ils ont eu un petit peu moins de chance en ce qui concerne donc Abdeslam Itache parce que le maire sortant n'est arrivé qu'en 3e position. On va l'appeler dans un instant, notre ami Abdeslam Itache bien sûr. 01 40 33 9000 aussi pour vos réactions, pour nous dire un petit peu comment vous avez ressenti tout cela. Karim est avec nous je crois. Salut Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité. Bonsoir. Bon, je voudrais faire un petit commentaire d'abord de ton invité. Bon, je sais pas comment il est venu, mais toi, je sais que tu l'as dit plusieurs fois. Je crois que tu prends le RER. Oui, absolument. Il est venu pareil que moi. Si tu as pris le RER aujourd'hui pour venir, je m'incline devant ta conscience professionnelle et ton sens du dévouement et du devoir accompli. Merci Karim. Parce que moi, je peux te dire que je l'aurais pas fait. Ah oui, bon je l'ai fait. Non, mais je l'avoue, moi, je l'aurais pas fait. Ouais. Surtout que tu vas rentrer dans la foule, t'es père de famille. Non, mais franchement, le courage que t'as, j'aurais bien voulu l'avoir, moi. Mais je l'ai pas. Bon, je voulais te dire une autre chose, mon cher Christophe. Moi, je voudrais que tu essaies, tu demandes à ton invité et aux auditeurs de m'expliquer une chose. Comment un mec comme Robert Ménard, avec la haine qu'il a des musulmans, compte tenu de la population musulmane à Béziers, comment ce type a obtenu 70% au premier tour? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. J'ai beau me tordre l'esprit dans tous les sens depuis 24 heures, et je trouve aucune explication convaincante. Ce type, normalement, aurait dû faire... Je sais pas, il aurait dû avoir un mur devant lui. Mais non, en fin de compte, il y avait une passerelle. Mais c'est incroyable. Comment ce type a pu obtenir 70%? La première fois, il a été élu avec 50, et là, avec 70%. À croire que les musulmans sont islamophobes, hein, parce que moi, non, mais c'est tout simple, Karim, c'est tout simple. C'est d'abord... Je comprends pas. C'est pas parce que les gens de la communauté ne se déplacent pas, tout simplement. Voilà. Mais il leur crèche à la gueule matin, midi et soir. Oui, mais voilà, c'est comme ça. C'est une réalité. Voilà, je sais pas comment on l'explique Rudy, un mec comme Robert Ménard puisse être réélu de la sorte comme ça, avec un tel score. Ouais, je pense que c'est lié déjà au taux d'abstention, parce qu'en général, et c'est triste à dire, mais les populations musulmanes qu'on retrouve souvent dans les quartiers, après tous les musulmans n'habitent pas dans les quartiers, mais dans les quartiers il y a souvent pas mal de musulmans. En fait, ce sont des populations qui sont elles liées en fait à des réalités sociales qui font qu'en fait elles se sentent pas concernées parce qu'elles se sentent pas totalement intégrées à la France et donc au fonctionnement de ces institutions. Donc du coup, forcément, elles vont pas voter. Ouais. Et comme dans des villes comme Béziers, t'as aussi une forte population blanche ou comme on aime dire un petit peu, tu vois, les gens du pays, on va dire, tu vois, qui votent beaucoup et qui sont mobilisés. Ça fait que t'as un basculement fort comme ce qu'on peut retrouver ailleurs. À ceci dit, quand même, faut dire qu'il y a certainement aussi des musulmans qui votent pour Robert Ménard, parce que outre le fait que médiatiquement il est effectivement cette façon de parler qui peut nous attaquer dans notre chair lorsqu'on se sent solidaire, soit des musulmans, soit des Africains, des Maghrébins, etc. En fait, sur le terrain, c'est plutôt un maire qui a une bonne réputation par rapport à ce qu'il apporte, par rapport à son bilan en fait. Et peut-être que parmi les musulmans dont tu parles, peut-être qu'il y en a qui sont un peu entre deux en fait par rapport à ça. Et Philippe, une dernière chose, tu peux me donner des nouvelles, Christophe, de Philippe Bouriati? Oui, on l'aura au téléphone, notre Bouriati. Il est, ce que je peux te dire, c'est qu'il est qualifié au second tour. Voilà. C'est déjà ça. On l'aura tout à l'heure au téléphone, notre Philippe National. Merci beaucoup, mon Karim. Bonne continuation. À bientôt, au revoir. Beaucoup. Il est aussi qualifié avec son candidat, notre ami Abdeslam Itache. On est à Goussainville, les amis. Bonsoir, Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices. Et il y a Rudy aussi qui est là. Salut Abdeslam. Bonjour Rudy. Donc alors, quel est le résultat, mon cher ami Abdeslam, de ce premier tour de cette élection municipale? Vous êtes qualifié au second tour. Je rappelle que tu es sur la liste du maire sortant. C'est ça, absolument. Mais en fait, celui surtout qui s'est bien qualifié, c'est l'abstention, avec près de 63%. Donc le problème, c'est que ça dénature la sincérité du scrutin, puisqu'on a énormément de personnes qui ne se sont pas déplacées parce qu'on a fait passer des messages anxiogènes en expliquant aux gens qu'il ne fallait surtout pas qu'ils se déplacent, ne pas aller voir les personnes âgées dans les EHPAD, et paradoxalement, demander à ces mêmes personnes de sortir pour aller voter, d'être au contact des autres, c'était vraiment un message qui n'allait pas dans le sens, dans le bon sens. Et moi, je suis pour l'expression de l'ensemble des électeurs. Et voilà, je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais je voudrais vraiment qu'il y ait 100% d'expression pour que justement le sortant des urnes
soit le plus légitime. Or, ça n'a pas été le cas. On est évidemment encore en lice pour le deuxième tour. Ensuite, quid du second tour? Est-ce qu'il y aura un second tour? On reste tous dans l'attente de savoir si les élections seront suspendues ou pas, reportées, à quelle date et quels sont les moyens qui seront à nouveau mis à disposition des candidats pour pouvoir faire campagne. Mais je dois vous dire quand même que pour tous ceux qui font campagne, nerveusement, c'est quand même très très dur parce que donner de son temps pour toute la campagne au détriment de sa famille, prendre des congés pour justement s'investir sur le terrain et ensuite se retrouver à se demander s'il faut pas tout reporter et finalement tout recommencer, moi je reste assez dubitatif. Alors votre score, Abdeslam, c'est quoi à Goussainville? Alors on a fait un petit peu plus de 24% et donc on est en 3e position. Ballottage favorable ou défavorable? C'est-à-dire, pardon, j'ai pas compris. Ballottage favorable ou défavorable? Ballottage, ni favorable ni défavorable. La seule différence, c'est que nous avons encore des réserves de voix. Ouais. Donc, il sera question de discuter pour le deuxième tour. D'accord. Et les 2 autres candidats, eux, n'ont pas de réserve. Très bien. Eh bien, félicitations, mon cher Abdeslam. En tout cas, l'objectif du second tour est déjà donc bien. Et quant à savoir ce qui va se passer pour la suite, eh bien, on attend. On est un peu dans l'expectative, moi, Abdeslam. Je tenais en tout cas à t'appeler. Et je tenais en tout cas à t'appeler pour te féliciter et te souhaiter bon courage et bonne chance pour la suite, mon Abdeslam. Prends soin de toi et reste à la maison, hein. Tu connais la chanson. Salut, à bientôt. Oui. 01 40 33 9000. On va continuer un petit peu d'appeler nos différents candidats là, parce que voilà, on avait Nassib Lachlache, on avait Abdeslam Itache, et on va aller du côté dans un instant de Ivry sur Seine, où nous étions avec Sabrina Sebaï, qui donc était candidate pour Europe Écologie Les Verts, bien sûr. Donc voilà, on va dans un instant, tout simplement accueillir Sabrina Rudy. Voilà, qui est parti ouvrir la porte, hein. Vous savez comment ça se passe, on est en direct, vous êtes bien sur France Maghreb 2, dans le LGF, messieurs, dames. Tout ça pour vous dire aussi que, bien entendu, il est important de dire et de rappeler que tout le monde doit être extrêmement prudent et patient, parce que apparemment il y a des grosses files d'attente dans les magasins, c'est assez impressionnant. Donc depuis ce matin, voilà, donc on va dans un instant appeler notre Sabrina, Sabrina Sebaï du côté de Ivry-sur-Seine, bien entendu sur France Maghreb 2. On va essayer de les appeler là un après les autres, nos chroniqueurs qui ont fait des bons scores, bien entendu. Mon cher Rudy. Ouais, on est pressé de les entendre là, parce que il y a effectivement il y a des belles performances qui ont été réalisées, d'autres dont on attend le dénouement dans un possible second tour. Mais effectivement, par rapport aux sympathisants et aux membres récurrents du LGF, on est très content de voir comment les choses se sont passées là. Oui, absolument. Alors, on va appeler... Voilà, micro vert, voilà. On va appeler notre amie Sabrina Sebaï dans un instant sur France Maghreb 2. Rudy, franchement, ouais. il fallait le reporter, ce premier tour. Non, oui, alors en fait la question c'est soit on le faisait, soit on le faisait pas. Dans la mesure où le premier tour a été fait, moi je pense qu'effectivement par rapport aux mesures de confinement, c'est vrai que ça paraît un petit peu bizarre de dire aux gens d'aller voter, sachant en plus que les personnes qui se motivent le plus pour les votes, comme je le disais tout à l'heure, c'est les personnes âgées ou les personnes de plus de 50 ans, et donc des personnes qui sont plutôt à risque. Donc en gros on leur dit allez voter, devoir républicain, devoir citoyen, etc. Mais en même temps vous prendrez le risque d'être infecté. Moi je tenais un bureau de vote justement du côté de Saint-Germain-les-Arpajans, où j'ai été élu sur la liste du maire sortant. Il y avait le nécessaire effectivement de précautions hygiéniques, certes, les gants, la solution hydroalcoolique, on nettoyait les tu sais les comment ça s'appelle là, la toile pour entrer dans les bureaux, dans les petits bureaux de vote là, et on nettoyait aussi les stylos. Donc certes on prenait nos précautions, mais si jamais une personne arrivait malade et qu'elle toussait au milieu de tout le monde, ça pouvait être compliqué. Donc bon, écoute, tant bien que mal les choses se sont faites. De notre côté, on n'a pas eu à déplorer des cas hyper compliqués. Mais bon, voilà, ça reste quand même assez compliqué. Alors maintenant, une fois que le premier tour est fait, sachant qu'il y a des gagnants, je presse pas que pour ma paroisse, ce serait quand même compliqué
compliqué de refaire des élections, repartir de zéro, comme tu disais, ou comme Abdeslam disait, c'est quand même fatigant de faire une campagne. Bon, ça l'est moins quand tu gagnes, mais quand tu perds, t'imagines tout ce que t'as donné sur le terrain, l'argent, le temps, des fois aussi les attaques des concurrents en face, des choses qui peuvent te vider intérieurement, et donc de devoir tout redémarrer comme ça. Alors soit on repart avec l'agnac en se disant bon, ceux qui m'ont atteint dans ma chair et dans mon esprit, ils vont voir de quel bois je me chauffe, et puis on va refaire une grosse campagne, et puis en espérant gagner. Mais sinon c'est difficile de remettre le bleu de chauffe pour repartir, quoi. C'est trop dur. Effectivement, c'est difficile. En tout cas, on va voir un petit peu ce qui va. Ce serait une faute politique quelque part de le faire, moi je pense, tu vois. Ouais. Je parle du point de vue du gouvernement. Ce serait une faute politique parce que ce serait montrer en fait une mauvaise gestion des choses. Déjà en plus par rapport au coronavirus, le gouvernement avait mis un peu de temps, tu vois, à se lancer pour mettre les mesures qu'il faut. On pensait que le virus était encore trop loin de la France quand il était en Chine, mais quand il est arrivé en Italie, tu as vu toute la panique avec des communications tous les jours, des chiffres, etc. D'ailleurs, ils en donnent moins aujourd'hui des chiffres parce qu'ils ont peur aussi peut-être de trop faire peur à la population. Et en même temps, voilà, tu vois que la population ne tient pas trop compte de tout ce qui se passe. Tu les vois hier dans les rues, sur le canal de l'Ourcq, sur l'esplanade des Invalides, en train de taper dans le ballon, près de la Tour Eiffel, etc. Donc, est-ce que finalement les Français ont pris conscience de l'importance de ce qui se passe actuellement en France? On a visiblement, au travers des images qu'on a vues, on n'a pas l'impression finalement. J'ai l'impression que tout ça est surtout contradictoire parce que les Français, je sais pas si tu remarques, mais ils sont les premiers à dévaliser les supermarchés. Et ils sont les premiers à sortir. Donc alors quoi? C'est-à-dire en fait tout ce qui vous intéresse, c'est de sortir, mais pas forcément. Enfin tout ce qui intéresse les gens, on dirait, c'est de remplir les armoires de denrées alimentaires et en plus de sortir. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a la prise de conscience, elle est difficile et on se dit en fait que le Français finalement de façon générale aime s'amuser. Le Français aime les loisirs, quitte en fait à ne pas prendre des précautions. C'est comme à l'époque des attentats. Alors là c'était différent parce qu'on se disait bon. Voilà, je vais pas laisser les terrorismes m'empêcher de vivre. Mais là, il s'agit quand même d'une santé. Ça veut dire que malheureusement, le terrorisme va toucher des personnes, quelques personnes, trop de personnes quand même, il faut le dire. Alors que la maladie, elle va toucher beaucoup plus de personnes de façon beaucoup plus large. C'est quand même un virus qui ne s'annonce pas quand il vient. Il met 14 jours avant de s'annoncer. Donc c'est quand même une prise de risque énorme que d'aller se taper dans la main, aller transpirer, se parler face à face à moins d'un mètre parce qu'il fait beau, alors que effectivement ce virus tue et il tue énormément. Par exemple en Italie. Oui, effectivement, où il y a une situation de confinement depuis un petit moment. Alors j'ai un peu de mal à joindre les copains Sabrina Sebaï et Nasser Lajili notamment. On va joindre dans un instant aussi Dionor Excellent qui lui a une bonne un bon karma. En plus, il a été élu dès le premier tour, Rudy. Ouais, c'est énorme. Franchement, c'est très très fort. Bon, je vais pas dire que je ne croyais pas en Dionor. Ça fait un moment qu'il a investi sur la ville de Villetaneuse. Et comme quoi la rançon du succès, elle s'acquiert sur les années, sur le temps passé sur le terrain. On s'improvise pas maire en fait. Avant d'être maire, en fait, on est maire avant d'être maire. C'est-à-dire en fait, on est un homme de proximité avant d'être maire. Un maire, c'est un homme de proximité et Dionor l'est depuis longtemps. Moi, je le suis depuis un moment. Bon, au départ par amis interposés, par contact interposé sur les réseaux sociaux, etc. Avant qu'on sympathise vraiment ici au sein du LGF. Et j'ai toujours vu que c'était c'était vraiment un homme de terrain. Et voilà, je pense que la course pour la mairie, c'est un sport de fond. C'est pas une course de 100 mètres, c'est vraiment un sport de fond. C'est un sport de fond et il y en a même qui, comme Nasser Lajili par exemple, ont fait une très très bonne campagne et qui malheureusement, voilà. Il y a aussi le clientélisme à dénoncer. Hein. Absolument. De certains. Oui, et puis après le clientélisme, je pense qu'aujourd'hui le clientélisme n'a pas de couleur en fait. Quand je parle de couleur politique évidemment, surtout dans des villes telles que l'Île-de-France où, en fonction de sa couleur politique, il est parfois difficile de toucher certains quartiers de la ville. En fait, ces manœuvres politiques font face et elles font face depuis très longtemps, depuis des décennies. Ça existe le clientélisme. Alors effectivement, c'est pas bien, mais ça pousse à réfléchir aussi sur les moyens que l'on offre. Enfin, en tout cas, les moyens. Tu sais, parce que quand tu te présentes, t'as des dons, tu peux enregistrer des dons, etc. Et c'est vrai qu'en France, c'est très procédurier, à la différence par exemple des États-Unis, où il n'y a pas trop de plafond par rapport à ça. Mais au moins, on connaît la provenance de l'argent, tandis que en France. On a plafonné tout ce qui est dons, participation financière,
Et c'est ce qui explique parfois des dérives telles que le clientélisme ou telles que les malversations financières. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à la manière de permettre aux candidats de pouvoir engranger un peu plus de sous. Effectivement, en tout cas, vous êtes les bienvenus en direct sur France Maghreb 2 avec vos appels au 01 40 33 9000 pour analyser un petit peu le résultat de ces municipales d'hier. Premier tour un petit peu particulier, vous l'avez compris. L'abstention a été évidemment au rendez-vous. On est avec notre, comme le demandait Karim, des nouvelles de Philippe Bouriaki du côté d'Orly. Comment ça va, mon Philippe? Bah, je cherchais une corde pour me pendre. Mais non, mais arrête tes bêtises, ça va pas. Je plaisante. Salut mon Philippe. Dis donc, t'es au second tour? Ouais, c'est ça, on y est. On y est, hein, en troisième position, c'est ça? C'est ça, on a fait 11,71. Et puis normalement, enfin, si les élections sont maintenues, parce on est tous suspendus ce soir à la décision du président de la République, il y a une alliance prévue avec une autre liste. Ah, ça y est, vous avez commencé à discuter, les gars? Ouais, bien sûr. Dès hier soir, on a commencé à discuter. Et je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo. Oui, j'ai vu la story, ouais, où vous étiez en réunion, effectivement. Ouais. Non, ça c'était avec les copains et les copines pour savoir si on allait faire quelque chose, si on allait se maintenir, si on allait désister. Enfin, tu vois, c'est important quand même d'avoir l'avis du groupe. C'est pas une tête pensante pour 35 colissiers, c'est 35 entités. Même si on n'était pas les 35 hier, parce qu'il y en a qui travaillaient et d'autres qui avaient des priorités pour ce matin. Et donc, il a été décidé, en tout cas, d'aller discuter avec celles et ceux qui portaient les mêmes valeurs que nous et en qui on pouvait avoir confiance. Et une liste s'est fortement dégagée, tout en laissant la possibilité de discuter avec le numéro 2 qui arrivait aujourd'hui, qui arrivait hier deuxième, mais juste avec 4 points d'écart entre nous. Bien que moi, à titre personnel, j'étais complètement réticent parce que pour diverses raisons et variées, mais on laisse les égos de côté et on parle au nom du collectif et ma vision de ce que je pensais de ce monsieur ne m'a pas trompé aujourd'hui puisque il nous a dit de but en plan, voilà, nous on se maintient et si on était arrivé troisième, on serait désisté. Enfin, tu vois le truc apocalyptique. Parce que nous, on était prêts à mettre les égos de côté, les rancœurs à titre personnel. Pas pour le pouvoir, mais parce que c'est vrai que nos programmes quand même étaient assez similaires, blague à part, et que voilà, il a un ancrage local qui existe, il a travaillé les dossiers au conseil municipal, ça on peut pas lui reprocher, ça c'est mentir, c'est dire l'inverse. Il a été pertinent sur certains points, d'autres on n'aurait peut-être pas voté la même chose que lui, certes, mais en tout cas, lui en tout cas a fait le job au conseil municipal. Par contre, en externe à la ville, on l'a pas vu, quoi, et ça a fait défaut. Donc qualifié au second tour, ça c'est bien. Donc Philippe Bouriaki à Orly, le pari est rempli. Première étape, pour la deuxième étape, va falloir attendre un petit peu de ce qui va se passer. Alors visiblement, c'est pas ce soir qu'il va parler des élections municipales. Le président Macron, il va plutôt se concentrer à annoncer de nouvelles mesures importantes pour la population et afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Pour ce qui est des élections, c'est demain qu'il y aura visiblement une réponse quant à la tenue de l'élection du deuxième tour. On a du mal à imaginer que le deuxième tour puisse être maintenu si la France, comme on l'indique et selon nos informations, est confinée à partir de demain voire mercredi. Le deuxième tour, quoi qu'il en soit, risque d'être totalement menacé. Hein. Ah, mais là, ça pose un gros problème, même en termes de timing pour les candidats. Parce qu'on a jusqu'à demain à 18h pour déposer la liste. Les commissions de propagande, c'est-à-dire regardez votre bulletin de vote et votre profession de foi, c'est mercredi matin, et la livraison en mairie, c'est mercredi midi. Donc il n'y a aucun imprimeur qui va pouvoir imprimer pour une dizaine ou une vingtaine de candidats en l'espace de 8 heures. Donc soit il nous annonce aujourd'hui que c'est maintenu ou pas, et donc on sait si on doit constituer des listes, faire parce qu'après il faut que le graphiste mette ça en maquette et envoyer ça à l'imprimeur pour qu'il soit imprimé demain. Parce que on peut pas prendre le risque de les faire imprimer et qu'ils disent bon, en fait, c'est annulé et il y a personne qui va nous rembourser. Et puis vous vous rendez compte tout ce gâchis de papier qui va être imprimé pour rien. Enfin, c'est pas sérieux. On a l'impression d'avoir des amateurs là au gouvernement. Ils sont fous. J'ai l'impression. C'est l'impression que ça laisse quand même. Il faut le dire. En fait, il aurait, franchement, on va être clair entre nous. Il aurait eu le discours que le Premier ministre Édouard Philippe a eu samedi en annonçant la fermeture de tous les endroits qui ne sont pas essentiels, genre les bars, les restaurants, les commerces, etc. Sauf à l'exception des commerces alimentaires, pharmacies, évidemment. En y ajoutant le report de l'élection municipale, ça aurait eu du sens s'il avait eu ce discours-là, le président jeudi.
Or, ils ont continué, si vous voulez, quelque part, à essayer de minimiser ce qui se passe depuis le début. Ils ont été dans le rassurement, essayer de rassurer la population, et on voit qu'aujourd'hui, cette même population, elle n'a pas pris les choses au sérieux, puisqu'hier, ils étaient en masse dans tous les parcs. D'ailleurs, entre parenthèses, la mairie de Paris annonce la fermeture de tous les jardins et parcs de Paris à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, on était dans ce message politique qui disait ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, il y a certes un virus, il faut faire attention, mais il n'y avait pas quand même une telle prise de conscience. Et aujourd'hui, elle est là, et nous, on est là aussi pour rappeler à tous les auditrices et auditeurs qu'il faut respecter de manière stricte les recommandations sanitaires qui nous sont faites. Voilà, on se doit de le faire parce que il en va notamment de notre vie. On ne joue pas avec la vie, mais aussi la vie de nos proches, de nos personnes les plus âgées. Il faut prendre soin d'eux. Le virus est violent, il est dangereux. Les hôpitaux sont surchargés. Donc aujourd'hui, soyons raisonnables et jouons collectif. Quand on voit des scènes, comme on a vu dans les magasins aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Oui, d'autant plus qu'on n'est pas en rupture de stock. Mais on est en rupture de stock à cause justement de comportements de gens comme aujourd'hui, où les magasins sont obligés de fermer pour laisser rentrer 40 par 40. C'est d'une grande n'importe quoi depuis ce matin. Oui, non, mais c'est... Mais tu sais, tout à l'heure, j'ai été m'imprégner d'un sentiment un petit peu bizarre, mais vraiment, un sentiment où il y avait des gens qui étaient en train de travailler sur la voie publique, d'autres qui faisaient la queue pour pouvoir rentrer. Moi, j'ai pu rentrer parce que j'allais chercher du lait pour mon bébé, et je n'avais que faire ça à la pharmacie. Mais il y avait vraiment une odeur bizarre, une impression de limite de veille de guerre. Oui, avec la ration, quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, Philippe, je tenais à te saluer et en tout cas te féliciter, mon Fifi. Merci. C'est la famille, le LGF, mon frère. Non, mais vraiment. Premièrement, il faut féliciter Junior Excellent parce que c'est super ce qu'il a fait. Il a gagné dès le premier tour. Il faut féliciter Rudy Kazi parce que maintenant c'est un élu de la République. Et félicitations, mon Rudy. Merci. Et puis les autres, on va continuer. Je pense à Sabrina. Qui s'est qualifiée au second tour, elle aussi, qualifié au second tour, et puis nous, il faut surtout féliciter toutes celles et tous ceux qui hier se sont déplacés pour faire vivre notre démocratie. Exact. Malheureusement, on ne peut constater que 35%, on peut dire que ceux qui sont élus des premiers tours ou ceux qui sont en tête ne sont pas légitimes, mais c'est-à-dire que moi, à titre personnel, donc je suis encore moins légitime que eux, donc je ne peux pas me permettre ça. Même s'il y a que 2 personnes qui sont déplacées, les gens sont légitimes. Il faut rappeler aux auditeurs et aux auditrices que le vote est un devoir, le vote est un droit et le vote est un pouvoir. Exact. Et vous voyez, lorsque vous avez que 35% des gens qui se déplacent et que là-dedans, sur les 35%, vous avez 40%, donc vous voyez, ça réduit vraiment qu'un pot de chagrin. Vous avez en gros 35 de 1, ça fait 17,5 de la population qui va décider de votre devenir pour les 6 prochaines années. Ça vous impacte directement. C'est clair. Alors, bon, merci mon. Je vais être bien clair les uns et les autres. On va faire notre travail lorsqu'on sera élu. On va continuer à alerter les gens, mais on a les élus qu'on mérite. Et si on se déplace pas dans l'isoloir, sérieusement, je vais être cru, mais taisez-vous, ne dites plus rien, s'il vous plaît. Merci vraiment. Mon Fifi, en tout cas, et félicitations en tout cas. Je tenais à t'avoir. Mobilisez-vous, allez-y, allez voter, et puis préparez 2026, et 2026 se prépare dès le 29 mars 2020. Merci mon Fifi, allez à bientôt. Salut mon poteau. Et prends soin de toi évidemment. Dans un instant, Gilles Verdès, invité de Anna Guézard-Boicaz et du LGF sur France Maghreb 2. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Anna Guézard-Boicaz est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Alors, à chaque fois, Anna est toujours bien entourée. Elle ne vient jamais seule, Anna Guézard-Boicaz. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous connaissez toutes et tous. Exactement, et que vous aimez toutes et tous. Co-auteur de nombreux ouvrages sur le football, journaliste, ancien rédacteur en chef du Parisien, et a été aussi un grand reporter à l'équipe. L'un des chroniqueurs les plus drôles, les plus spontanés, les plus vrais, les plus authentiques, les plus appréciés de France. Gilles Verdès est notre invité aujourd'hui dans les rendez-vous d'Anna. Bonjour Anna. Bonjour Gilles, merci d'avoir accepté. Bonjour Gilles et bienvenue. Bonjour.
C'est trop, hein, trop de compliments là. Ouais, mais ça va pas durer, hein, vous inquiétez pas. Je sais, c'est pour ça que je suis venu. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Et surtout dans cette panique là qui prend le... On avait dit qu'on se verrait, on se voit. Merci beaucoup. En plus, il tient sa parole. En plus des qualités qu'il a, Christophe. Hein, tu te rends compte? Gilles, le 5 mai 1992, tu as survécu au drame de Furiani, l'effondrement d'une tribune du club de foot SC Bastia. Et tu as dit avoir vu Bernard Tapie, ex-président de Marseille, sauver la vie de plusieurs personnes. Oui. Depuis cet événement, est-ce que tu as déjà remis les pieds dans ce stade? Non, alors je suis retourné en Corse une fois, un an après, avec l'équipe du PSG pour Bien, bravo. La cérémonie commémorative. Et après, je suis pas retourné en Corse parce que l'occasion s'est pas présentée du tout. Et de toutes les émissions audiovisuelles, de toutes les conversations que j'ai eues avec des gens, depuis cette catastrophe, je n'ai jamais émis la moindre critique footballistique sur les clubs corses, sur ce qui se passe en Corse, sur si jamais j'avais eu matière à critiquer le choix d'un club, jamais. Pour moi, avec le drame qui est survenu en Corse, le peuple corse doit être préservé à vie. Jamais je n'émettrai la moindre critique contre le peuple corse. Je me suis mis ça dans la tête, j'ai vu les Corses mourir, j'ai vu ce qui s'est passé. Et je me suis dit que la moindre des choses, c'était de les exonérer de critiques. C'est modeste, mais c'est ce que je fais. Et je me sens d'une proximité folle avec les Corses. J'imagine que ce drame a dû te changer la vie ou changer quelque chose en toi, Gilles. Oui, ça change. Alors pourquoi ça change? C'est parce que on a tendance après à se sentir une sorte de miraculé ou voilà, d'avoir une étoile ou quelque chose qui préserve. Et on a tendance à relativiser après beaucoup de choses. Et c'est pas forcément bien parce que parfois on est moins impliqué ou on est moins concerné ou il y a des choses qui paraissent un peu plus futiles. Alors ça permet de relativiser, ça c'est bien. Il faut pas non plus que ça permette de relativiser des choses essentielles. Et c'est vrai que quand on a vécu ça, on sent une sorte de fragilité, de fragilité de la vie qui fait que parfois on se dit bon ben finalement là j'ai quelque chose qui est problématique ou mais c'est pas grave. Ouais. Donc voilà. Donc ça a été un peu compliqué, mais moi j'ai toujours voulu en parler, j'ai toujours voulu témoigner, j'ai toujours voulu que la journée du 5 mai soit entre guillemets sacralisée, c'est-à-dire qu'on ne joue pas au football pour le respect de toutes les victimes. On va arrêter de parler de choses qui font mal au cœur, qui font de la peine. D'accord. Et on va passer à Touche TPMP, D'accord. Touche pas à mon poste. Allez, comment bien. Gilles Verdet s'est retrouvé dans Touche pas à mon poste? Par le foot. Par le foot. Ah ben tu vois, on parlait du foot et on reste au foot parce que Cyril Hanouna on s'est croisé un jour dans la rue. C'était avenue Montaigne. Moi j'allais bosser à RTL, il était là et on s'est croisés, on a traversé la rue, il est venu vers moi, bonjour Gilles, bonjour Cyril, bravo pour ce que tu fais Mathilde. J'ai dit ah non, bravo à vous, bravo à toi, franchement ce succès. Et puis il m'a dit je te regarde chez Sacomano où j'allais. Et il m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas chez moi ce que tu fais chez Sacomano? Et c'est parti comme ça. Il m'a dit donne-moi ton numéro, je te rappelle. Il m'a rappelé 2 jours après, il m'a dit je suis en train de brainstormer, c'est bon. Tu commences la semaine prochaine et ça a commencé comme ça. Voilà. Tu travailles dans une émission qui fait partie des plus regardées en France. Comment tu gères cette surexposition dans l'ère où il y a le lynchage sur les réseaux sociaux, où tout est scruté, critiqué? Alors pour moi, ça a toujours fait partie de. J'avais des positions qu'on m'appelait le procureur dans le foot, donc j'avais des positions qui étaient très tranchées, qu'on apprécie ou pas, mais qui sont les miennes. Donc là, c'est pareil. En fait, je ne me soucie pas de ce que pensent les autres. Ça veut pas dire que je m'intéresse pas à ce que pensent les gens du tout, ou que je suis inconscient. Mais je dis ce que je pense sans tenir compte du fait que ça va être apprécié par le plus grand nombre ou pas. Je pense que c'est une force dans la langue de bois ou les stéréotypes d'aujourd'hui, c'est de dire ce qu'on pense. Après, c'est apprécié ou pas. Moi, je défends des causes. Je suis un militant de l'antiracisme. Je me bats pour des causes. Je me bats contre la stigmatisation de l'islam. Je me bats pour des causes qui sont ou populaires ou pas, mais qui pour moi sont essentielles. Et donc, qu'on soit d'accord ou pas, à la limite, ça m'est égal. C'est ce que je pense et je le dis. Voilà. Alors vous parliez de Sacomano, ouais, qui est une légende pour moi, voilà, un des journalistes des plus talentueux dans le monde du sport.
Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir de cette collaboration avec Eugène Sacomano, le grand Eugène Sacomano? Ah, que des merveilleux souvenirs. J'ai eu la chance. Il m'a fait venir avec lui sur Europe 1, RTL, pour On refait le match. C'était une légende parce que, et là je dois dire c'était parce qu'il est décédé récemment, et on pense vraiment à lui, à sa famille. C'était une légende parce que à travers le sport, à travers le football, il faisait vivre la société française. Moi, c'est pour ça que j'aime le football. C'est parce que le football, c'est pour moi l'illustration avec ses dérives, ses forces, ses inconvénients de ce qu'est la société française. Et donc, Sacomano, c'était plus que du football. C'était un théâtre, mais réel, de sensations, d'expressions, de sentiments. Ses coups de gueule, ses envolées lyriques fulgurantes, voilà. C'était quelqu'un d'extraordinaire qui avait un savoir, une culture, qui mettait ça au service des auditeurs. Toujours, il nous disait, les auditeurs, les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, c'est eux. Donc, parfois, il nous disait, quand on parlait tous ensemble, pas tous ensemble, arrêtez, taisez-vous et tout ça. Voilà, c'est fulgurant, j'en garde que de bons souvenirs. Ça fait partie de mes meilleurs, souvenirs professionnels, et le prolongement avec Cyril Hanouna, c'est dans cette lignée. C'est-à-dire que Sacomano Hanouna, il y a quand même une extraordinaire filiation entre les deux. Et que réponds-tu à ceux qui disent que justement Cyril Hanouna ridiculise un petit peu ses chroniqueurs en leur imposant des jeux, des fois? Non, alors ça, bon, en fait, les gens qui sont là ont, c'est essentiel, du second degré. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait travailler très sérieusement. Moi, je passe des heures à préparer l'émission. Je ne parle jamais de quelque chose que je ne connais pas. Je dis pas que j'en parle avec pertinence, mais je surprépare, d'accord. On peut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est-à-dire qu'on accepte qu'il se moque de nous, qu'il fasse des blagues avec nous. On lui donne la matière pour ça aussi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai beaucoup de second degré. Est-ce que vous estimez avoir créé une nouvelle école? Non, lui, oui. Mais vous êtes partenaire, il a pas fait tout seul. Ouais, mais honnêtement, c'est comme Sacomano, ça passe par eux, parce qu'ils incarnent, et puis nous on suit, nous on est là pour donner de la matière, pour créer la dynamique, pour créer la bande. Le phénomène de bande, mais ça passe par leur talent à lui. Sacomano, pour moi, avait révolutionné la radio, et Cyril Hanouna a révolutionné le talk show en télévision. Et quel est votre meilleur souvenir dans TPMP avec Cyril Hanouna? Le meilleur? Alors le meilleur, ça reste quand même la demande en mariage. Meilleur et controversé. Il faut qu'on en parle là, ça a été un peu controversé là. Absolument. Meilleur et controversé, je l'entends parfaitement. Ça a créé des discussions, ça n'a pas été simple, mais si je garde un souvenir, c'est forcément ça. Je dis pas pour le meilleur et pour le pire, mais pour le meilleur et pour la controverse, pour tout ce que c'est. Le plus intense, meilleur au sens de plus intense, c'est ça. L'intensité, moi, c'est ce qui me fait triper. Et là, c'était tellement intense que ça surpasse tous les autres. Après, il y en a plein, mais celui-là, il surpasse les autres. Mais vous l'avez orchestré, cette exposition de votre vie privée chez Hanouna? Non, alors pas orchestré. Ouais, c'est une bonne question. Pas orchestré du tout. Accepté. C'est-à-dire que c'est moi. Il vous l'a proposé, lui? Non, c'est moi le premier qui en ai parlé. Ouais. Un jour, il m'a posé une question, j'ai ouvert la porte, et puis voilà. Si on parle pas de vie privée, très honnêtement, on fait pas l'émission, parce que l'émission, elle est basée sur nous en tant qu'être humain. On donne nos opinions, mais c'est aussi ce qu'on est. Et ce qu'on est, ça s'arrête pas à ce qu'on pense professionnellement de telle ou telle émission. C'est ce qu'on est charnellement, ce qu'on est avec nos qualités, nos défauts, ce qu'on est avec nos problèmes, ce qu'on est dans la vie quotidienne. Donc voilà, on raconte notre vie quotidienne. Justement, en parlant de vie privée, tu avais raconté une anecdote que il y a longtemps, tu as surpris ta partenaire avec une autre personne, et tu t'as tabassé cette personne dans le cage d'escalier. Non, oui, enfin j'ai surpris totalement. C'était peu de temps après Furiani, je revenais du Tour de France, et j'ai surpris effectivement. En fait, elle m'avait dit rentre pas, et comme je suis obstiné, j'avais dit mais si, je rentre. Je suis plus fort que tout, je rentre. J'étais pas plus fort que tout, j'ai entendu des bruits dans l'escalier, et effectivement. Et tu lui as donné une petite. Ah oui, ça c'est oui. C'est ce que je retiens fondamentalement, c'est le choc de les avoir surpris, et après effectivement la réaction primaire, la réaction, voilà, la réaction qui s'en est suivie. Mais oui, c'était très particulier. Et maintenant, avec le recul, tu continues à avoir ce genre de réaction? On espère que ça va pas se reproduire. Non, mais bon, qu'est-ce que tu fais si ça t'arrive? J'espère que ça m'arrivera plus, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, tu peux pas toujours tout maîtriser, en fait. C'est ça aussi. On se dit, je maîtrise tout, mais parfois l'être humain, il est spontané, et avec ses règles et ses dérèglements, et parfois. Je vais faire un peu de psychologie à 2 balles. Est-ce que le fait justement d'avoir surpris votre partenaire avec un autre homme, ce qui a fait
ce qui s'est produit dernièrement avec Morelli Bosque. Est-ce que c'est pas une manière de se venger? Ah non, pas du tout. Ah non, il y a aucun rapport. Non, Morelli Bosque, c'était une maladresse. Qu'est-ce qui vous a pris d'ailleurs? Je sais pas, c'était une maladresse. Je me suis excusé. J'ai pas vu Moi, j'ai demandé son autorisation, ce qui n'excuse rien. Mais au moins, il y a pas le côté je l'embrasse sans qu'elle le veuille, qui serait encore pire. On est d'accord. Mais elle attendait que ça, Morelli Bosque. Non. Elle en rêvait depuis le premier jour. Non, mais il y a pas le côté je l'ai fait sans son aval, qui serait pire. Ce serait bien pire. Mais j'aurais pas dû. Je me suis excusé. C'est une erreur. Une énorme erreur. J'ai assumé mes responsabilités. Je m'excuse auprès de tout le monde encore une fois. Il continue à s'excuser. Mais oui, est-ce qu'il faut pas faire ça? Est-ce que tu as été pardonné? Oui, j'ai excusé auprès de Fatou, on est d'accord. Pas auprès de Morelli Bosque. Oui. Ah si, auprès de tout le monde. Tout le monde. Oui. Non, tout le monde. Ah là, oui, j'ai fait des excuses. Il en a quand même bien rigolé, Hanouna, quand même. Il y a rien à faire que, pardon? Il en a quand même bien rigolé, Hanouna, tout ça. Ah non, mais c'est sur le coup, ça fait. Moi, je me suis sur le coup, je me suis pas aperçu que c'était. Et c'est dès la fin de l'émission où mes collègues femmes m'ont dit, waouh, Gilles, là, tu. Là, tu vas dormir à l'hôtel ce soir. Tu vas avoir des problèmes. Et c'était tout à fait normal, donc voilà quoi. Encore une fois, désolé. Par te pardonner. Oui, mais l'amour triomphe. Oui, mais il faut pas faire ça. Ouais, il faut pas faire ça. Après l'avoir fait quand même, tu le dis. Ouais. Alors c'est parce que je l'ai fait que je dis faut pas le faire. Ouais. Non, c'est pas bien, voilà. Je ne suis pas excusable là-dessus, mais je vous demande de bien vouloir accepter quand même mes excuses. Voilà. Mais c'est surtout Fatou. Il transmet tellement de belles ondes, des énergies positives. Il est spontané, naturel, qu'on lui pardonne tout. C'est gentil, alors c'est gentil. Gilles, tu es très porté sur le continent africain. Oui. Comment est venue cette passion, cet amour pour l'Afrique? Alors j'aime beaucoup l'Afrique, j'ai toujours beaucoup aimé l'Afrique. Un de mes plus grands souvenirs professionnels, c'est d'avoir accompagné au milieu des années 90 le footballeur libérien Georges Weah chez lui. Excellent. Ouais. Quand il avait eu le Ballon d'Or. Donc on était allé là-bas, il m'avait permis de l'accompagner, donc on s'était arrêté en Côte d'Ivoire, puis après on était allé à Monrovia. À l'époque, il y avait encore la guerre civile, il y avait les soldats nigérians qui essayaient de garantir tant bien que mal une sorte de sécurité publique, c'était très compliqué. Et donc j'ai eu le goût de l'Afrique très tôt. Mon rêve, ce serait de traverser l'Afrique, pour tout te dire. Ce serait de faire une grande épopée africaine. J'ai un ami qui l'a fait en moto, moi je connais rien à la moto, je suis nul. Mais ce serait de visiter l'Afrique. Je rêve d'aller au Rwanda, je rêve d'aller au Nigeria, je rêve de sillonner l'Afrique, de la visiter. Je le ferai un jour. Là, j'ai pas le temps, mais je trouve que c'est un continent. Si on survit au coronavirus. Ouais. Je trouve que c'est un continent tellement extraordinaire. C'est là où il y a le dynamisme. Quand tu y vas, il y a cette jeunesse. Moi, je vais assez souvent au Sénégal. Il y a cette jeunesse qui a un enthousiasme qu'il faut former. Et je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Justement, parlons de formation. Oui. Tu es cofondateur du FCF, Formation Club France, qui est une école de formation liée au métier du sport. Comment as-tu l'idée de créer cette école? En fait, moi, j'ai toujours été prof, il y a plusieurs années, très longtemps. J'ai été prof dans une école de journalisme. En master sport, et dans un cursus de 3 ans, je m'occupais des 2e années. Moi, j'adore transmettre, d'accord. Mes parents étaient éducateurs, donc je pense que ça vient de là. J'adore transmettre aux jeunes. Et les jeunes, c'est notre avenir, c'est le futur. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'était en quelque sorte, de créer ma méthode de formation. Et les métiers du sport, c'est en plein développement. Donc, on s'est dit avec un jeune associé qu'on allait se lancer. On a 4 métiers du sport: analyse vidéo, recruteur, agent. On forme au diplôme d'agent, on forme à l'obtention du diplôme d'agent, on aide. Et moi, journaliste de sport, c'est-à-dire que ce que je faisais dans l'école, je le fais pour moi. Donc je fais ça en ligne, j'ai un corpus, et puis en présentiel avec mes élèves pour leur enseigner la méthode, une méthode très classique. J'espère le plus rigoureux possible pour leur donner le bagage qu'ils soient capables après de pouvoir faire des articles de toutes sortes. Voilà. Donc c'est presse écrite. Mais on a aussi une petite émission de radio pour leur permettre de traduire ce bagage de presse écrite dans l'audiovisuel. Sur IRM.radio. Sur IRM, exactement, avec Richard Joffo. Parce que j'ai toujours pensé, moi, que pour tout ce qui était audiovisuel, une solide formation écrite, c'était indispensable. Et aujourd'hui, dans l'audiovisuel, pour être bon chroniqueur ou journaliste, il faut quand même savoir écrire ses textes, avoir une formation. Moi, je suis pour l'école de la rigueur. Donc voilà, j'essaie de... Et pour s'inscrire, pour rejoindre cette école, il y a un site?
Alors il y a un site, c'est @FCF officiel. Et puis il y a mon associé qui s'occupe de recevoir tout ça. On gère les appels, les gens qui nous contactent. Et puis là, on est sur la deuxième session de septembre parce qu'on finit en juin la première session. Ce sera notre deuxième cursus, donc on est fiers parce que c'est la première session qui va être bouclée bientôt. Bah c'est génial, Christophe. Si tu veux te spécialiser dans le foot, on va s'inscrire dans l'école. Justement, si tu nous autorises, ma chère Anna, à faire une petite entorse avec le foot, justement, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un des éminents spécialistes de foot sur le Paris Saint-Germain, sur cette équipe qui a quand même franchi un cap depuis l'arrivée des Qataris. Quel est votre regard sur le changement ou l'éventuelle possibilité de gagner un jour la Ligue des Champions? Est-ce que ça vous semble possible au vu de ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain? Alors, ça me semble possible cette saison plus que jamais, mais hélas, est-ce que cette saison de la Ligue des Champions, est-ce que cette saison de la Ligue des Champions ira au bout? Je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment l'année pour le PSG. C'est l'année parce qu'il n'y a pas de favori logique. Il y a une grosse incertitude. Les cartes sont rebattues et sont égales entre plein de clubs. Je pense pas que le PSG pourra garder indéfiniment Neymar et Mbappé. Donc avec ces deux joueurs-là, c'est quand même effectivement deux des 4 stars mondiales. Donc c'est vraiment l'année où il faut la gagner si elle se joue. Et je pense que tout est possible parce que je pense que les formations espagnoles sont moins royales qu'elles n'étaient. Bon, il y a les incertitudes liées, hélas, au coronavirus, notamment en Italie et partout, mais il y a le Bayern qui est touché. Oui, alors il y a le Bayern qui est fort, mais je pense que c'est une très bonne année pour le PSG. Le retour de Leonardo par exemple aux commandes. Alors oui, je suis plus fan de Leonardo. Moi, j'ai eu une problématique avec l'arrivée du Qatar, c'était pourquoi ils viennent. J'avais écrit un livre et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte d'hypocrisie par rapport à l'arrivée du Qatar. C'était on vient parce que le PSG est une vitrine. On se sert du sport comme vitrine et on ne le dit pas. Donc ça m'a dérangé. Pour la Coupe du Monde 2022. Pour la Coupe du Monde 2022, mais plus que ça, pour un soft power du Qatar qui utilise le sport comme vitrine diplomatique sans le dire. Ça m'a toujours gêné. Voilà, donc je l'ai écrit dans un livre, je ne renie rien. Après, Leonardo, j'adore. J'adorais quand il était joueur. C'était déjà un homme politique. Je faisais ses interviews la saison. Je suivais le PSG quand il avait passé son année. Il était extraordinaire. C'était déjà un homme politique sur le terrain. Donc il a continué à l'être. C'est quelqu'un qui a une vision. Voilà, c'est un des personnages inspirants que j'ai rencontré dans ma vie professionnelle et au foot. Donc lui, il peut structurer et le fait qu'il soit là donne un avantage énorme au PSG. Bien sûr. Quel est votre club de cœur en Ligue 1 ? Alors j'en ai 2. Un peu paradoxalement, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. Donc j'ai fait toute l'ascension du club avec les fulgurances et les moins bonnes fulgurances, les finales de Coupe de France avec Francis Bory, j'ai tout vécu. J'ai été longtemps abonné, donc voilà, le PSG. Et quand j'étais petit, ma vocation à 8 ans, c'était d'être journaliste dans le sport. Et c'est né, même à 6 ans, c'est né parce que mon père, tout l'été, m'emmenait au stade Vélodrome de Marseille voir Skoblar et Magnusson, puis les Brésiliens, puis etc. J'ai payé mon billet pour aller à la finale de Bari voir Marseille. J'ai payé mon billet pour aller voir les Marseille-Milan. Donc je suis... après, j'ai travaillé pour la grande finale face à Milan. Mais là, je travaillais. C'est différent. Mais donc PSG et Marseille, vraiment, c'est les 2 clubs que je suis. Donc autant vous dire que quand il y a des PSG-OM ou OM-PSG, on ne me parle plus pendant... Mais ça n'a plus la même saveur. Tu supportes qui ? Les deux. J'ai pas de. Non, je peux pas. Lorsqu'ils jouent ensemble. Je peux pas. Je pleure. Je suis neutre. Je suis neutre d'amour. Ça a plus la même saveur quand même les PSG Marseille. Moi je trouve que si. Pour moi ça reste mon match. Ça reste toujours mon match. Sacro-saint. C'est mon match. Voilà. Mais bon, alors je suis le régional de l'étape des 2 côtés. Donc voilà. C'est paradoxal, mais j'ai toujours assumé. Après, c'est pas que je les supporte. Quand t'as travaillé dans le foot, faut être distancié. J'ai fait des crises monumentales au PSG. Je me suis jamais retenu. Voilà. Mais je dirais que c'est les 2 clubs qui me passionnent le plus. Voilà. Bon, très bien. Anna, vous l'avez compris, il veut pas trancher. Gilles, on parlait tout à l'heure de transmission nouvelle génération. On sait que tu es papa d'une petite fille. Oui. Est-ce que tu voudrais qu'elle suive tes pas
C'est-à-dire dans le journalisme, dans les médias, c'est une bonne question. Non, je voudrais qu'elle fasse vraiment. Non, j'aimerais bien qu'elle ait aussi une vocation comme moi, parce que une vocation c'est une passion. Si tu peux la réaliser après, c'est génial. Et après qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle s'épanouisse. Mais est-ce que tu préférais la protéger des médias et des lumières je la mettrai en garde en tout cas. Je la mettrai en garde sur les immenses avantages d'être proche des gens, de parler aux gens, de transmettre, et les quelques inconvénients qui est que on peut la notoriété, ça ne va pas de soi. Mais après la notoriété, moi ça me pose pas de problème. Moi je prends le métro, et même quand on est avec elle, il y a des gens qui veulent faire des photos, je dis non, j'ai ma fille, elle me dit mais si papa, il y a pas de problème et tout. Elle est hyper cool. Donc elle est un peu formée à ça. Donc voilà, ce que j'essaye de faire, c'est de tout lui expliquer. Est-ce qu'il y a des critiques sur vos interventions télé, justement? Non, pas critique, mais parfois elle peut me dire mais papa, où je t'ai vu, ou tiens j'ai pas compris, ou pourquoi t'as fait ça, ou pourquoi t'as dit ça. Elle peut m'interroger, donc j'essaie de lui expliquer. Critique pas encore, mais je sens que ça va venir là. Elle a 11 ans, je sens que les critiques ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Aujourd'hui, Gilles, il y a une multiplication de talk-shows amateurs. Oui. Quel est ton regard par rapport à ceci? Alors moi je trouve que c'est très bien d'abord quand c'est des jeunes qui s'expriment ou qui s'expriment sur de nouveaux supports. Je trouve ça formidable. Il y a une liberté de ton. Moi ça me plaît. Il y a deux choses justes, c'est que dans ces cas-là, j'aime bien quand il y a un peu de rigueur, mais ça c'est ma formation. Hein. J'ai fait des hautes études, je suis là-dedans. Moi, c'est la moindre faute d'orthographe, tu vois, ça me hérisse. Tu mets un coup de pression là. J'ai l'impression que je suis... Non, mais tu sais, dès qu'il y a une faute d'orthographe, ça me pose des problèmes. Je suis école traditionnelle là-dessus. Donc j'aime bien quand il y a un peu de rigueur dans ces shows, et surtout que ça ne parte pas trop en vrille sur le côté respect des gens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jugements très tranchés, très dogmatiques. Il faut faire attention à respecter les personnes. Voilà. C'est moi qui dis ça. Donc pour que je dise ça, c'est que il faut pas aller. On peut critiquer professionnellement. Il faut faire attention au respect de la personne humaine. Voilà. Des critiques constructives, quoi. Oui, critiquer, ou proposer. Exactement. Non, mais ou même très fortes. Mais c'est parfois dans les talk-shows amateurs, il n'y a pas de limite parce qu'il n'y a pas de barriérage. Donc tu as l'impression que tu peux presque dire n'importe quoi et que tu peux créer le buzz pour tenter. Non, il faut qu'il y ait, à mon avis, de la matière éditoriale. Et après, on fait ce qu'on veut. Pour toi, Gilles Verdès, à quel moment un animateur ou un chroniqueur télé ou radio peut dire j'ai réussi? Alors il y a plusieurs critères de réussite. Si tu passes chez Hanouna. Non, il y a plusieurs critères de réussite. C'est vrai que maintenant en France, c'est quand tu passes chez Hanouna. Non, mais alors réussir, ça peut être en vivre au sens de en faire son métier. Moi, par exemple, tu vois, ma vocation c'était d'être journaliste de sport. J'ai fait donc j'avais 6 ans. Pour la première fois, je suis allé au stade et j'ai fait toutes mes études, mais tout jusqu'à plus de 25 ans pour être journaliste de sport. Donc, j'estime que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc ça, c'est la première réussite, c'est l'épanouissement personnel. Après, la deuxième, c'est que j'en ai vécu, au sens où ça a été mon job. Donc ça, c'est encore plus génial. Et puis après, la réussite, c'est là où on se situe. Simplement pour répondre concrètement à ce que tu mets derrière le mot réussite, pour moi, il faut pas que réussite soit synonyme de notoriété. Parce que le quart d'heure de célébrité que décrivaient Andy Warhol et les Américains, ça ne fait pas une vie, ça ne fonde pas une vie. Donc, il faut pas vouloir être connu. Il faut vouloir faire ce qu'on aime. Et si ce qu'on aime, ça débouche sur le fait qu'on soit connu, ok. D'autant plus que maintenant, la notoriété n'a plus la même valeur qu'avant. Non. Il suffit, tout le monde et n'importe qui fait une vidéo. C'est éphémère. Oui. Et justement, en parlant de ça, on sait très bien que ce métier, même chroniqueur, animateur, etc., n'est pas sûr, durable. Tout peut basculer du jour au lendemain. Ça dépend du public, de l'audimat, de beaucoup de choses. Est-ce que toi, Gilles Verdès, t'as prévu un plan B? Non, j'ai pas prévu au sens strict du terme plan B, où par exemple je pourrais te dire je sais déjà ce que je vais faire si un jour je fais plus touche pas à mon poste, mais j'essaye toujours d'ouvrir mes oreilles, d'écouter ce qui se passe. Et par exemple, pour revenir sur le sport, le journalisme de sport, ça a une particularité, c'est que contrairement à l'économie ou la politique, tout le monde ne peut pas faire du journalisme de sport parce que tu connais le sport ou pas, tu aimes le sport ou pas.
Et moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance de pouvoir faire ça. Donc, par exemple, je n'ai jamais arrêté totalement. Parfois, j'ai minimisé, mais je n'ai pas arrêté. Et je sais qu'un jour, je peux très bien revenir au sport. Gilles Verdès, donc dans le LGF sur France Maghreb 2, dans les rendez-vous d'Anna, revient dans un instant pour la suite et fin de cet entretien. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum évidemment en direct sur votre radio avec Gilles Verdès, donc notre entretien suite et fin. Et justement, quant à la question du plan B, à savoir s'il a quelque chose de prévu pour la suite, peut-être un business, un restaurant, réponse de Gilles Verdès. J'ai jamais envisagé autre chose que professionnellement de travailler dans le journalisme de sport, dans l'audiovisuel ou la presse écrite, mais lié à ma formation. Après, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est continuer sur ma formation universitaire de base, c'est l'histoire. J'ai eu un DEA d'histoire, je me suis inscrit 3 ans en doctorat, donc c'est ma passion l'histoire. Donc j'aurais aimé, un de mes regrets par exemple, c'est de pas avoir été au bout du doctorat, j'ai été stupide, mais j'étais débordé à l'époque, mais j'aurais dû quand même. Et c'est pour ça que je conseille aux jeunes toujours d'aller au bout des formations. C'est après qu'on regrette d'avoir arrêté les formations. Faut toujours faire le maximum de formations quand on est jeune. Et voilà, ce côté historien, la longue durée, voir le temps différemment, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, est-ce que aujourd'hui, Gilles Verdès, tu estimes avoir eu ta revanche sur les personnes qui t'ont déçu, qui t'ont contrarié, qui n'ont pas cru en toi, etc. Alors non, je n'ai aucun esprit revanchard. Finalement, j'ai eu de la chance parce que mes études j'étais bon élève. Et mes études ont été assez linéaires, et encore une fois, quand j'ai passé le concours du CFJ, on était plus de 1100 au premier tour, et à la fin il en restait quelques dizaines au deuxième tour. Donc j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir faire ça. J'ai eu un père qui m'a toujours énormément apporté dans les études. Il était là à côté de moi, il avait une formation autodidacte mais extrêmement brillante. Donc voilà, il m'a donné tout ce qu'il pouvait. C'est ce que je veux faire pour ma fille, mais je veux transmettre ça aussi. Mais non, j'ai pas eu de revanche à prendre. Après, il y a des gens qui m'apprécient pas, et franchement, libre à eux. Quand je critique très vertement des gens, c'est normal qu'ils m'aiment pas beaucoup. Mais tu as vécu quand même une injustice lorsque, par exemple, tu t'es fait licencier du Parisien, tu étais rédacteur en chef en raison d'une baisse de vente de 10%. Ouais, mais exactement. Alors j'ai gagné au prud'homme, licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Et honnêtement, c'était du délire de m'attribuer la baisse des ventes. C'était beaucoup d'honneur. Ouais. Mais j'ai gagné, mais j'en ai pas eu de revanche. Le gars qui était directeur général aujourd'hui, il est plus rien, mais je m'en fous, tu vois. Alors en fait, toi, tu réussis ta vie. Non, c'est pas ça, mais alors toi, on t'applaudit. Non, c'est bon, tu peux te le dire. Non, il était rien, et il reste rien. Tu vois, je prononce même pas son nom. Il m'a licencié. Je suis sorti sur le parking. J'ai appelé la mère de ma fille à l'époque en lui disant je suis licencié, et j'ai tourné la page du jour au lendemain. Mais Gilles Verdès, voilà. Vous comprenez parfois que vous pouvez agacer? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, oui, vous l'assumez pas? Oui, bah bien sûr. Non, mais beaucoup de gueule un peu. Oui, mais j'ai dit, je cherche pas à être. Moi, je cherche pas à être aimé. Ouais. Je cherche à être moi-même. Est-ce que Joe Star vous aime? Oh, je pense pas, non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça avec Joe Star. Non, c'est lui qui. C'est pas lui qui t'a tapé dans la cage d'escalier, j'espère. Non, c'est lui qui m'a tapé. Donc voilà, non, mais je m'en fous, quoi. Ouais. Non, je pense pas qu'il m'aime, mais à la limite, tant qu'il te déteste pas, il peut, mais je m'en fiche. Alors, on a l'impression quand même en regardant le casting de TPMP que Cyril Hanouna donne la chance à beaucoup de gens, oui. Et surtout qu'il y a beaucoup d'animateurs aujourd'hui qui ont eu une descente fulgurante dans leur carrière, et Cyril Hanouna tente de les relancer. Je vais pas citer de nom, mais vous voyez à qui je fais allusion. Non, en fait, il y a deux choses. Alors, il y a deux questions en une. Par rapport aux jeunes, il est au nouveau, il est en recherche permanente. C'est-à-dire qu'il fait des essais, même en live dans l'émission. Hein. Ah oui? Il fait venir des gens, des nouvelles personnes. Il est en recherche permanente. On est là, on attend que ça. À un moment, il y avait des castings en début de saison. Il est hyper fort pour ça. Il est hyper créatif, etc. Et après, il mise sur des gens parce qu'il se dit que ces gens-là ont des moments de leur carrière où ils sont sans doute moins en vogue, mais où il y a un potentiel. Et puis il les fait bosser.
fait, et puis ça marche et tout ça. Mais parce qu'il sent quelque chose. En fait, il sent les trucs et il sent qu'il y a un potentiel. C'est un visionnaire, et donc il exploite. aussi, Oui, franchement. Moi, j'aime. Mais lui, il a connu une descente aux enfers, enfin une descente fulgurante d'ailleurs dans 2005-2006. Cyril Hanouna, plus personne l'appelait à l'époque. Oui, alors il a connu aussi des phases plus difficiles. Oui. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, il s'intéresse aux autres beaucoup. Ouais. Il a beaucoup rebondi. Il y a ce côté altruiste, il y a ce côté je vais permettre aussi à des gens de s'exprimer, je vais leur faire des trucs. Il est toujours là-dedans, quoi. Il a vraiment le projet du chef d'entreprise. Anna, dernière question. Avant-dernière, allez. Petite, alors. Gilles, si tu croises le petit Gilles Verdès de 7 ans aujourd'hui, que lui dirais-tu? Je lui dirais crois en tes rêves. Et ne pas embrasser Isabelle Mouribos. Crois en tes rêves. Et si tu devais recommander une jeune journaliste, est-ce que je serais ton premier choix? Comment tu te places, Anna, là? Tu serais plus que mon premier choix. Tu serais tout en haut. Merci. J'ai le numéro de Fatou. l'Himalaya de la liste. Merci beaucoup. C'est un pur plaisir. C'est moi qui vous remercie énormément. De te recevoir, de discuter avec toi. Bonheur partagé. On aurait pu continuer pendant des heures parce que c'est une vraie légende. On reviendra. Gilles Verdès. On reviendra. En tout cas, merci beaucoup. Ça va continuer longtemps, l'aventure. Réussite, vraiment un bon vent au centre de formation FCF. Formation Club France. Merci à vous. Ça va durer longtemps cette histoire avec Hanouna, vous pensez? Alors là, pour le coup, on signe des contrats saisonniers. Ah d'accord. Donc, Donc là, jusqu'au mois de juin, vous êtes tranquille. C'est ça, exactement. On signe de septembre à juin et après, on verra. Alors, juste un petit scoop. Vous êtes payé combien par émission? Non. Non mais assumez, dites-le. Mais je le donne. Je l'ai donné encore récemment à l'émission. Voilà. On est payé 600. Je suis payé 600 € brut par émission. 600 € brut par émission. Ouais. Vous en faites combien vous par semaine? J'en fais 4 par semaine. Bon, voilà. T'as besoin d'une calculatrice? Comment? Non, ça va, tout va bien. Mais j'ai donné en brut, là, il a dit, brut. Ah oui, voilà. Non, mais j'ai donné mon salaire, je leur l'ai redonné à l'émission. Je n'en tire aucune gloriole, mais quand on me le demande, là, vous me le demandez, je le donne. Dernière question, c'est quand les prochains castings? Mais je sais pas s'il en fait encore ou si, je sais pas, mais je vais m'enseigner. Bon, merci Gilles Verdès. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Dans l'émission sur France Maghreb 2 avec Anna Guézard-Boicaz. À très vite, Anna. À très vite, Christophe. Merci beaucoup et restez bien branchés sur France Maghreb 2, bien sûr. Voilà, en tout cas pour cet entretien avec Gilles Verdès qui ne sait pas choisir entre le PSG et Marseille-Rudy. Quelle honte. Non, ça c'est gravissime. Ça c'est juste pas possible. On peut pas faire un choix cornélien là-dessus. Soit on aime un et on haït l'autre, soit on haït l'un et on haït l'autre et on aime l'un. Voilà, donc il doit faire un choix là. Ouais, sinon il va être traité de footix par toute la planète. Il n'arrive pas. Bon, voilà. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, pratiquement 17h30. Vous êtes bien sur votre radio. Alors, quelques informations qui nous arrivent évidemment au compte-gouttes. Par rapport au municipal 2020, le Premier ministre Édouard Philippe a proposé aux chefs de parti de reporter le second tour de l'élection municipale au 21 juin. C'est en tout cas ce qui circule sur la table. Donc, le président de la République, Emmanuel Macron, qui vous le savez s'exprimera ce soir à la télé pour annoncer de nouvelles mesures selon nos informations de confinement visiblement qui démarrerait à partir de demain 18h. Laissant à chacune et chacun la possibilité de rejoindre soit leur domicile, leur lieu de confinement. Donc ça serait annoncé donc ce soir à 20h. Et il est en réunion avec les deux représentants des assemblées, Sénat et Assemblée nationale, depuis 17h. Et nouveau conseil de défense est prévu donc ce soir avant son intervention à 20h. Vous voyez que c'est ça y va quand même franchement depuis conseil médical, tu veux dire sanitaire. Conseil de défense. Conseil de défense. Oui, conseil de défense, absolument. C'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est pas le premier, mon cher Rudy. Il y en avait eu 2 ou 3 la semaine dernière. Et il y en a régulièrement, effectivement. Oui, c'est comme un état de guerre, en fait, ce qui se prépare, cher Rudy. Ne soyons pas, voilà, alarmistes. Oui, non. Après, après, t'as l'état de guerre et t'as l'état d'urgence qui, sur le plan administratif, alors, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais bon. Des similitudes comme par exemple la réduction, l'interdiction des rassemblements, ça, etc. Acquis, ça, hein. Mais après, dans l'état de guerre, t'as aussi ce qu'on appelle les pleins pouvoirs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais effectivement, on est dans un état d'urgence de type médical et c'est la première fois qu'on en vit un sous la Ve République. Donc, mais c'est vrai que les cas explosent. Là, je lisais encore tout à l'heure, hier, on était à 127 morts. Donc en fait 36 de plus que samedi et on est à 5424 cas de contamination confirmés depuis le mois de janvier.
Donc en fait, ça fait par rapport à samedi, ça fait 927 cas supplémentaires en un jour, donc de cas de contaminés et de morts. C'est énorme. Là, en fait, on a atteint, en tout cas ce week-end, on avait atteint le plus fort taux en fait de morts et de contamination en un seul jour. Donc moi je pense qu'effectivement il me paraît assez sage de remettre à plus tard le deuxième tour des élections municipales, et je dis pas ça parce que j'appartiens à une liste qui a été élue, mais je dis ça parce qu'effectivement c'est le bon sens, et surtout c'est tenir compte de la santé et de la population. Maintenant, je pense que s'ils avaient tout de même maintenu le deuxième tour, je pense que ça aurait été une faute politique de la part du gouvernement actuel, et la couleur politique, ou plutôt le parti politique auquel appartient cette majorité, je pense qu'il l'aurait ressenti dans les élections donc du deuxième tour qui se serait tenu dimanche. Moi, je pense qu'ils avaient maintenu ça. Ouais. Je pense que ça leur aurait joué des mauvais tours au niveau des élections municipales, sachant que en tout cas pour le deuxième tour, sachant que La République En Marche ne partait pas parmi les favoris pour les élections municipales. Voilà, vu les difficultés qu'ils ont, en fait, parce que c'est un tout jeune parti et que les élections municipales se gagnent principalement sur le terrain et sur un terrain qu'on a travaillé depuis très 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 longtemps. Donc je pense qu'ils ont eu raison de le faire. Par contre, peut-être que tout simplement les élections n'auraient pas dû avoir lieu. Alors je dis pas que je crache pas sur la victoire, effectivement, en tout cas la nôtre, et pour toutes celles et ceux qui ont gagné les têtes de liste et qui ont gagné les élections au premier tour, c'est effectivement c'est évidemment bien heureux pour eux. Mais il y a d'autres capitales où, comme chez nous, il y avait des élections municipales, notamment à Londres, où Sadiq Khan par exemple a reporté les élections municipales. Donc nous on a décidé de les maintenir. Alors un coup on maintient le premier tour, finalement on maintient pas le deuxième tour, comme si on savait pas que les cas allaient augmenter. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête du gouvernement, et surtout qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron, parce qu'en réalité c'est lui qui décide en fait si on y va ou on n'y va pas. Donc pourquoi est-ce qu'il autorise, enfin en tout cas pourquoi est-ce qu'il laisse les élections municipales se tenir dans les délais et les dates habituelles pour finalement faire un revirement, sachant que les cas explosaient et qu'il avait consulté les médecins. Jeudi, il avait consulté des médecins. Le lendemain, Édouard Philippe avait consulté effectivement les responsables parlementaires, donc le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Donc c'est très bizarre en fait. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas là une visée politique derrière par rapport à ces prises de décision, ou est-ce qu'effectivement c'est juste des erreurs de parcours qu'on pourrait qualifier, pour certains de plus virulents, d'amateurisme. Absolument. C'est vraiment très difficile de savoir ce qui se passe en fait, tu vois, dans leur tête. En fait. En tout cas, vos appels évidemment en direct. Nous sommes en ligne pour l'heure avec Nassima Oumrayan, qui est présidente de Émanescence, centre de formation de médecine complémentaire. Bonsoir Nassima. Oui, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs, bonsoir aux Français, bonsoir à la France. Alors Nassima, en cette période un peu compliquée et difficile, il était intéressant de vous avoir au téléphone afin peut-être de donner de bons conseils justement durant cette période qui s'annonce un peu compliquée, anxiogène. C'est une période qui va être un petit peu complexe, et il va falloir faire confiance à notre gouvernement maintenant et prendre toutes les mesures nécessaires pour enrayer et éradiquer la propagation de ce virus qui n'est pas une grippe. On a beaucoup entendu, et trop de fois, cette minimisation de la gravité de ce coronavirus, extrêmement virulent, et voilà. Et du coup, on en est resté à là. Il n'y a pas d'école, mais on peut sortir. Non, justement, il y a eu quand même des recommandations progressives. Je pense que la prévention n'a pas été à 100% faite au bon moment et efficace aussi. Il y avait une façon de communiquer qui malheureusement n'a pas été mise en place assez tôt, et donc qui a provoqué toutes ces contaminations. Et le gros problème, ce sont les personnes immunodéficientes. Alors immunodéficientes par une pathologie, par une maladie, ou par exemple les personnes qui sont en traitement, par exemple de chimiothérapie, qui ont un cancer, sont des personnes fragiles. Première cause de mortalité des cancers en France, on le rappelle, première cause de mortalité en France. Oui, l'une des, en effet, voilà.
Et ensuite, les traitements, malheureusement, il y a des traitements qui n'aident pas le système immunitaire à travailler pleinement. Je veux parler des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc à la pharmacie, quand vous allez acheter du biprophénol, de l'ibuprofène ou du Rinadvil, c'est exactement ce qu'il faut pas prendre en automédication. Oui. Ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc qui empêchent le système, notre corps, de réagir par l'inflammation et d'activer les processus d'immunité. D'accord. Les globules blancs. Comment ? Les globules blancs, notamment. Voilà, les globules blancs qui sont nos défenseurs, mais pas que, les anticorps, etc. Nous avons plein de pouvoirs, plein de possibilités pour nous défendre contre les bactéries, les parasites et les virus. Et le coronavirus est un virus avant tout. Covid-19, exactement. Le Covid-19, on va être précis, c'est le Covid-19 en fait qui fait partie des coronavirus. C'est ça, qui fait partie d'une famille. Voilà. Exactement. Je vais un petit peu parler un langage assez familier, assez facile pour la compréhension de tous, et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en effet, c'est le Covid-19. Donc les traitements qui empêchent le système immunitaire aussi, il faut pas jouer avec l'automédication, s'il vous plaît. Ce sont aussi les corticoïdes. Et si vous êtes en traitement, en prescription médicale, en suivi médical avec ces traitements-là, peut-être retourner voir votre médecin, voilà. Il y aura peut-être une discussion à faire ou peut-être pas du tout. Bien au contraire, les médecins sont à même de décider pour votre santé, pour votre sécurité. Et puis les autres problématiques, c'est l'âge, bien sûr, les personnes âgées, mais on a bien vu aussi qu'il y avait des cas malheureusement de personnes jeunes. Peu de cas, c'est vrai, par rapport au nombre de contaminations, je le rappelle. Oui, on n'explique pas d'ailleurs pourquoi ils sont concernés, ces jeunes. On n'a pas beaucoup d'informations. On pense justement qu'ils auraient pris des anti-inflammatoires, donc qui auraient empêché donc le système immunitaire, comme je vous disais, de se défendre sereinement et fortement. Donc là, c'est un gros souci, mais en effet, ou peut-être, on est dans une comment dire, on mange très mal. Qu'est-ce que vous pensez de ces histoires-là de s'alimenter avec des choses qui augmentent la température du corps? Cette augmentation de la température du corps, si vous avez une vision naturopathique ou une vision de médecine ayurvédique, là on va comprendre, mais en gros, ça active notre système immunitaire et ça renforce notre métabolisme, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a entendu gingembre, les choses au gingembre, tout ça. Pour faire clair, qu'est-ce qu'il faut bien manger là, en période de confinement, si tant est qu'il y ait un confinement? Là, on va être confiné, donc ça va être compliqué pour les fruits et les légumes, et des fruits et des légumes de saison frais, avec un taux de vitamine. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Avec un taux de vitamine C important, bien sûr les agrumes, l'orange, le pamplemousse, le citron, qui sont de très 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 bons aliments porteurs de vitamine C, mais aussi la pomme, mais aussi le kiwi, mais aussi le brocoli. J'ai vu les magasins, les gens se déchaînent sur le Nutella, le papier toilette, excusez-moi, mais soyons quand même responsables. Et tout ce qui est nourriture exotique avec pas mal d'épices, tout ce qui peut chauffer la température du corps, vous en pensez quoi? Gingembre, etc. En effet, donc les légumes, les fruits avec beaucoup de vitamine C, bien sûr le gingembre, le curcuma, la graine de sésame, la graine de nigel, ce sont des graines et des épices qui vont permettre de favoriser l'énergie métabolique et l'énergie au niveau de l'immunité, de le renforcer, de l'activer. Vous avez aussi du miel, vous avez le top du top, c'est la gelée royale en fait, en sublingual, sous la langue. 1 gramme c'est le préventif, 2 grammes c'est quand on est en période infectieuse, donc 2 grammes en sublingual, donc sous la langue, parce qu'il y a un réseau vasculaire assez dense qui permet de faire pénétrer tout de suite la gelée royale, et c'est bien fait. Vous avez aussi le propolis, vraiment ce sont des produits naturels de la ruche qui permettent de favoriser le système immunitaire. On a beaucoup
de moyens. Hein. Okay. Il faut pas, disons, il faut pas rentrer dans cette crainte. Mais donc, quelle on va être hygiène confiné peut-être. Oui, donc ça va nous permettre aussi de nous préserver, de nous renforcer aussi, de nous prémunir d'une infection, hein, de se protéger. Hein, donc ça c'est vraiment du préventif. Mais il y a aussi l'alimentation, l'hydratation et évitons les aliments, s'il vous plaît, les aliments transformés, les produits laitiers qui sont acidifiants. Les gens se sont jetés sur les pattes. Ils sont nos amis pour la vie. Hein. Oui. Oh là là, si vous voyez les études internationales faites sur les produits laitiers, surtout sur le calcium, c'est juste une catastrophe. Donc, Nassima, question pratique. Non, mais question pratique. Là, on va être effectivement confiné et on va être invité à rester à la maison. Qu'est-ce qu'on fait quand on reste à la maison? On regarde Netflix, on mange. Explosion des abonnements de Netflix. Si, Nassima. En entretenant donc son environnement, en aérant chaque pièce de la maison. Il faut aérer matin et soir, nettoyer les surfaces, nettoyer là où on va poser ses mains. Il va falloir décontaminer avec des lingettes, avec du savon, peu m'importe, avec de l'eau de javel si vous voulez, mais il va falloir nettoyer, enrayer, tuer ces bactéries et probablement aussi. Non, mais c'était pas ça ma question, d'autres agents infectieux. Ma question était nettoyer, se bouger un petit peu. Nous on prévoit de faire un petit programme sur Facebook pour se bouger. Donc voilà, restez connectés sur les réseaux sociaux, Humanescence ou sur Nassima Mrayan, parce que il va falloir pas prendre de poids, être en bonne forme, et le sport, la respiration, la méditation aussi permettent de renforcer le système immunitaire. Mais Nassima, ma question était précise. On va être effectivement confiné à la maison. C'est comment ça se passe? On regarde un peu Netflix, on mange un peu des cochonneries, hein, des cacahuètes, des cornflakes et tout ce qui s'ensuit. Des sneakers, évidemment, c'est très bon. Les sneakers. Toute la malbouffe là. Bah oui, non, mais attendez, Nassima. Du tout, s'il vous plaît. Bah oui, mais non, mais voilà, c'est un peu ce qui va se passer, Nassima. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Alors, dites-nous. C'est en soi que vous êtes. C'est intéressant de vous écouter. Dites-nous quelle est une journée type d'une journée de confinement, de comment bien manger. Comment bien manger? Alors pour moi, le petit déjeuner, bien sûr, avec une infusion. Pourquoi pas un fruit ou des fruits secs, des oléagineux aussi, des noix, des noisettes, des amandes. Pourquoi pas des fruits avec des petites graines, comme les graines de chia, comme des graines de sésame. Voilà. Petit déjeuner avec ça, bon, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Des infusions avec un peu de miel, bien sûr. Un bon café. Sucré, mais avoir un bon sucre. Un sucre favorable au corps. Et puis, de préférence, ce sera les glucides le midi. Ouais. Je suis pas hyper pour les glucides globalement, surtout là pendant cette période, parce que ça ramène beaucoup de mucus, hein, tout ce qui vient du blé, donc les pâtes, le pain, les biscottes, le boulgour, tout ce qui est du blé ramène du mucus en fait. Ça fait s'accumuler du mucus au niveau respiratoire. On parle d'acidification par ces aliments. Oui, les glaires, c'est ça. Donc les glaires, voilà, exactement. Donc préférez quand même les féculents le midi, le riz, pourquoi pas. Des bonnes pâtes au beurre avec du gruyère. Hein? Des bonnes pâtes au beurre avec plein de gruyère. Tout ce qu'il faut pas. Non, mais je dis pas qu'il faut pas une fois de temps en temps. Je dis juste que se précipiter sur les pâtes, c'était pas le bon aliment du tout, s'il vous plaît. Et le pain, alors, le pain. Humanescence.fr et vous allez voir la liste des aliments et des épices et des graines et des fruits et des légumes qui sont hyper favorables à votre corps. Et le pain, c'est bon ou pas? Alors le pain, c'est toute une polémique, mais vous savez, le blé a été tellement transformé que le gluten a pris une plus grande place, et le gluten, c'est comme du chewing-gum. Quand vous mangez ou quand vous faites une pâte à pain, vous voyez qu'il s'étire, ça fait comme une pâte à modeler qui s'étire, et ben c'est ça, c'est le gluten qui apporte cette matière en quelque sorte, et donc c'est très mal digéré, donc préférez du pain au petit épeautre ou au grand épeautre, du pain de seigle. Ça donne pas envie votre truc, hein, je vous le dis tout de suite, Nassima. Moi j'adore le pain, moi. Mais vivre sainement, c'est aussi manger sainement. Nous sommes acteurs de notre santé.
réformer. Donc à nous de nous réformer, à nous de repenser à notre alimentation. Je veux bien une fois de temps en temps un grec, un taco, c'est pas grave. Si vous en mangez un par mois, un tous les 3 mois, c'est pas grave. Mais on en est venu à manger matin, midi et soir des aliments transformés qui sont faibles en oligo-éléments, en vitamines, en enzymes. Et c'est exactement ce qu'il faut pas faire parce que notre système immunitaire... C'est la faute à la société capitaliste, hein, que voulez-vous? Vous comprenez un petit peu? Nassima, pour finir, justement, on peut vous retrouver vos beaux conseils sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, je suis très très suivie sur ma page personnelle Nassima Oumrayan, NA2SIMA, plus loin OUM, plus loin RAYAN, ou sur mon site internet humanescence.fr, UMANESENS.fr. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Mangez sainement, positive attitude, zéro stress, un peu d'activité tous les jours et tout va bien se passer. On se revoit dans quelques semaines. Des pop-corn, des cornflakes, des sneakers, c'est tout ce qui s'ensuit, et une bonne série Netflix. Merci de m'avoir laissé la possibilité de transmettre tout ça. Merci et à beaucoup. très 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 bientôt. Au revoir Nassima. Ouais, mais si tu les écoutes, tu peux plus rien bouffer. Ça va. Non mais sérieux quoi, Rudy. Non mais une bonne série Netflix devant avec un bon petite tablette de chocolat. Moi je dis pas non, hein, t'as vu? Ouais. Bon, moi après, de toute façon, je suis bien entouré. Hein. Ma femme cuisine de façon équilibrée. Moi aussi. Voilà. Mais donc, du coup, après j'ai mes petits écarts. Tu vois, la petite bouteille de Orangina. Tu sais ce qui se passe quand tu regardes un match de Ligue des Champions. Hein. La gazeuse, c'est obligatoire, évidemment. Bon, en tout cas, avec le paquet de Pépito pour finir la soirée comme il faut. Ah, pas mal, Pépito. J'aime bien aussi. Bon, reste avec nous. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Vous voyez, non mais qu'on se calme. Hein. On n'est pas en période de guerre, les amis. Juste, il faut quand même qu'on suive là les recommandations strictes sanitaires qui vont nous être imposées, bien entendu. Donc il faut qu'on se prépare, bien entendu. Et on le voit d'ailleurs que les gens se préparent. Hein. Quand tu regardes les files d'attente devant les magasins, c'est hallucinant. Ouais, je suis passé. Tout le monde respecte les 1 mètre. Les 1 mètre. Mais ça donne vraiment l'impression qu'on est dans cette France en pleine guerre avec les rations, quoi. On doit dire d'ailleurs qu'on a fait une petite entente avec Rudy et c'est voilà, encore une fois, c'est machinal. Quand il est arrivé, Rudy, on s'est serré la main. On devrait pas, c'est pas bien. C'est vrai. Et puis j'ai couru dans les toilettes pour me laver les mains, non pas pour insulter l'intégrité de mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que j'ai les mains sales, moi? Mais par mesure de précaution. Moi aussi j'ai de l'alcool hydroalcoolique. Moi aussi j'ai de l'eau à la radio, monsieur. Voilà. Bon, restez avec nous. Et dans un instant, tiens, ça m'intéresse. Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Est-ce que le confinement national est pour vous la meilleure solution pour lutter contre le coronavirus, contre le Covid-19 pour être précis? 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous faites confiance aux autorités sanitaires? 01 40 33 9000. À vous de nous le dire. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Rudy Kazi, bien entendu, et avec aussi Tarek Mami qui est arrivé. Enfin, il est là depuis longtemps d'ailleurs. Voilà. Bonjour Tarek Mami, comment allez-vous? Merci Christophe. Oui, je suis là depuis tout à l'heure. Je demandais juste ce qu'il faisait, c'est tout. Oui, mais on le voit partout dans les couloirs là. Qu'est-ce qui se passe, Tarek? On dirait que c'est le branle-bas combat là. On prépare quoi là? On prépare le fonctionnement de la radio. Ouais. Sans personnel de la radio. Ah ouais, c'est pas mal ça. Nous aussi on va être confinés. Hein. Voilà, on n'a pas le choix. Oui, vous allez être confinés tous à partir de demain. Et grâce à Jean-Jacques qui est en train de regarder tout ce qu'on a comme installation. Et qui doit bosser vite avant lui-même d'être confiné. Voilà, on n'a rien à cacher pour les auditeurs. Donc Jean-Jacques est en train de voir comment donner la main à nos animateurs qui ne pourront pas sortir de chez eux, mais qui feront un minimum de radio, pas comme maintenant 2 heures de suite invité, tout ça. On fera d'ailleurs tout à l'heure un petit message qu'on diffusera, plus peut-être un tweet, et on va passer en mode confinement, ce qui ne privera pas nos auditeurs ni d'avoir, pour faire rigoler, leur publicité favorite, ni leurs journaux qui va être renforcé, ni la voix de leur animateur Christophe, brillant animateur dont on Christophe, espère Medjed, Nabil. Donc Jean-Jacques, il a une mission. Il n'attrape pas le Covid-19 comme beaucoup en ce moment. Vous avez vu qu'Estrosi, il l'a attrapé, hein? Estrosi, ça y est, c'est fait. Valls, il est confiné en Espagne lui aussi. Allez hop. Voilà. Et en tout cas, Jean-Jacques est en train de réfléchir aux modalités pratiques auxquelles toutes les radios auraient dû y penser depuis plus de 10 ans. Mais comme on se croit tous forts, éternels, cher Christophe, et qu'on n'a peur de rien, donc on dit quand le problème arrive, on va le régler. Donc là, le problème est arrivé, sauf qu'on a juste une petite après-midi, 2 heures, Jean-Jacques, pour pouvoir tout régler avant 19h, parce qu'à 19h, tout le monde est parti. Et puis,
Alors, je sais pas si on suspend d'ailleurs l'assurance des locaux et tout ça, puisqu'il n'y aura personne, donc il n'y a plus aucun risque. Je crois qu'ils vont pas accepter. Non, ça m'étonnerait. Mais bon, excusez-moi. Ça, on sent le patron qui essaye de faire des économies. Là. Voilà, et puis on essaie de faire un peu d'humour pour accepter tout ça, mais bon. Oui, parce que c'est anxiogène quand même. Hein. Ah oui, beaucoup. Ouais. Non, mais c'est anxiogène, et surtout, moi je le dis clairement, nous, on est un média. Nous avons donc le Conseil supérieur d'audiovisuel qui est notre patron, entre guillemets, notre chef avec lequel on travaille. Et lui, ce conseil, il a son supérieur que le gouvernement, le président, et on ne reçoit pas de consignes. Et moi, ce qui m'angoisse, cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, ce n'est pas, sincèrement, ce n'est pas le gouvernement, c'est pas le président, c'est pas le CSA. Ce qui m'angoisse, c'est ce que tous les gens balancent sur les réseaux sociaux et que les moindres informations vérifiées des fois, pas vérifiées beaucoup de fois, devient une vérité et que les gens aillent à faire leurs courses. Je vais faire de la publicité gratuite à Auchan, au Carrefour, et que les gens se battent. Parce qu'il y en a toujours un qui... Du papier toilette et du Nutella. Non, mais je sais pas pourquoi. C'est clair. Non, mais et puis surtout, il y a des gens qui disent, s'il te plaît, reste à 1 mètre. Et l'autre il dit, qu'est-ce que ça me dire? T'as rien à me dire. Moi, j'ai un truc. Donc, j'ai vu une vidéo, malheureusement, d'un type qui avait mal à la tête, qui débarque dans l'hôpital, et tout le monde s'éloigne, et tout le monde lui dit, s'il te plaît, attends que l'infirmière, et lui, il gueule l'infirmière, il la menace de la tuer. Donc, c'est ce comportement-là qui devient beaucoup plus angoissant, plus que la maladie. Parce que si on avait un vrai docteur, et pas docteur X sur telle chaîne de télé, qui vient raconter n'importe quoi, et j'allais dire, pendant la guerre, il y a 4-5 journaux par jour, qui donnent les consignes. Nous sommes en état de guerre, donc il faudrait que les grands médias, nous compris, on puisse toutes les 2 ou 3 heures donner une information. J'allais dire demain, est-ce qu'on pourra dire, sans que ce soit un fake, mais bon, je le dis pas parce que sinon les gens vont le prendre au 2e degré, tel produit, ne le consommons plus. Il n'y a personne qui valide en quelque sorte aujourd'hui quand on a les fameux produits, l'alcool, le pain, je sais pas quoi, c'est marqué Made in France et c'est marqué telle marque. Aujourd'hui, on n'a plus personne, on n'a plus de sages pour nous donner ces consignes. Donc c'est pour ça, cher Christophe, qu'à la fois, il faut être prudent, sans être angoissé, et c'est pour ça qu'on essaie de trouver une solution pour faire amuser nos auditeurs, parce qu'ils vont être à la maison beaucoup plus souvent, pendant 3 semaines, 24 sur 24. Au moins. Donc il faut qu'on parle de 45 jours. Maintenant, est-ce que la responsabilité politique va être de dire au moins pour 2 semaines renouvelable, comme dit le médecin? Parce que là, s'ils nous annoncent 45 jours directs, les gens vont commencer à paniquer quand même. Oui, c'est déjà le cas, mais bon. Mais pour ça, ils sont des professionnels pour annoncer les choses à tâtons. Non, mais moi, de toute façon, j'ai pris la décision comme... alors, j'ai vu Gad... comment il s'appelle? Gad Mera ou Gad... Comment il s'appelle l'acteur, là? Gad Elmaleh? Non, l'autre, Gad Mera au cinéma. Ah, Gad, ouais. Gad Mera. Oui, Cadmera. Ouais. Moi, je regarde jamais la télé, mais samedi soir, j'avais une espèce d'insomnie, donc je zappe, puis je tombe sur le fameux il est pas encore temps de dormir, que je n'ai pas vu depuis 10 ans, et je tombe sur Cadmera. Et j'ai admiré une phrase extraordinaire. On lui dit, alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la truc de cinéma, de la cérémonie cette année? Il a dit, moi, j'ai décidé de ne plus parler. Parce que si je dis, je suis de côté d'un tel, je vais avoir 50% qui vont m'insulter. Et si je dis, c'est pas bon ce qu'il a fait de l'autre côté, je vais avoir les autres 50. Moi, j'ai décidé de ne rien dire. Donc, vous poserez la question à ceux qui répondent. Moi, je répondrai pas. Par contre, je peux vous parler de toutes les cérémonies depuis 10 ans. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, c'était extraordinaire. Donc, moi, je vais faire pareil aux commentaires politiques, sauf éventuellement si on doit parler de droit constitutionnel et de choses vérifiées. Une question qui s'impose aujourd'hui. On est en droit de se poser la question du second tour, qui semble être sur le point d'être reporté. En tout cas, c'est la proposition d'Édouard Philippe cet après-midi au chef de parti. Il a proposé de reporter le 2e tour au 21 juin. Et moi, je voudrais juste savoir quel est l'homme politique aujourd'hui qui dit non, je suis contre le report et qui sorte le dire en France. Alors, ils étaient tous pour la tenue d'élection jeudi. Et ils étaient tous contre la tenue du 2e tour hier soir. D'où le bal des faux culs. Et samedi soir, déjà. Alors, faisons du droit, Tarek. Comment ça se passe concrètement? Parce que la loi dit, le 2e tour doit avoir lieu la semaine d'après. Alors, comment on fait là? Alors, en droit constitutionnel, il faut prendre 3 éléments de réflexion. Le premier, c'est ce que dit la loi. Le second, c'est est-ce qu'il y a un précédent, ce qu'on appelle ça une jurisprudence. Et le troisième, face à une situation particulière, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, en droit constitutionnel pur,
j'ai vérifié, le texte il est clair. L'élection présidentielle c'est 15 jours après. Toutes les autres c'est une semaine après, sauf pour les européennes où il y a un seul tour. Et donc c'est une semaine, c'est pas 15 jours, c'est pas 3 semaines. Donc la réponse est une semaine. La deuxième, donc on va chercher ce qu'on appelle la jurisprudence, et j'ai trouvé une jurisprudence qui dans les années 57-58, c'était plutôt dans l'outre-mer, il y a eu un volcan. Ah, d'accord. Il y a un volcan, et puis le volcan. Oui, il y a un volcan. Et puis, les juristes et les médecins et tout ça, ils ont dit le volcan, c'est 3 jours, c'est 4 jours. Donc, en reportant de 15 jours, c'est-à-dire une semaine supplémentaire, on peut tenir. Et ça a été tenu comme ça. Mais la question. Pas sous la 5e République, en fait. 58, c'est juste dans cette période-là que la loi n'était posée. Juste avant que De Gaulle ne revienne. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons donc cette histoire qui va dépasser ce que dit la loi, une semaine, ce que dit la jurisprudence exceptionnelle, 15 jours, donc 3 semaines. À mon sens, la solution pragmatique serait, et c'est ma lecture de droit constitutionnel, cher Christophe, c'est que les maires qui sont élus au premier tour sont définitivement élus parce que l'élection, elle est légale. Et proclamée. Et elle est légitime. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas fait voter la moitié nord de la France et pas la moitié sud. Donc ça, c'est ma lecture. Ceux-là et ceux-là. D'autant plus. Le taux d'abstention. Oui, mais l'abstention, aux Européennes, on était dans les mêmes chiffres. Excuse-moi, ça pose, il y en a toujours et non, mais ça pose un problème. Attendez. Ça pose un problème en matière de démocratie. Non, Pardon. mais, quand vous avez un maire qui a été élu avec 65% d'abstention, excusez-moi, il représente rien. Christophe. Non mais Tarek, il faut être clair, il faut qu'on se pose. On va être super clair. Et Emmanuel Macron, il a été élu avec combien d'abstention? On oublie Emmanuel Macron. En dehors des élections présidentielles, est-ce que vous savez à combien la dernière élection législative il y a eu d'abstention? Là, celle des députés de M. Macron. Bon, à peu près une 50aine de pourcents. Vous rajoutez un peu plus? Beaucoup plus. On était de l'ordre de 70%. On était à 59%, pratiquement 60% d'abstention. Oui, mais là, d'accord, mais là, on est dans un climat particulier, pardon. Non, mais tous les climats sont particuliers. Donc l'abstention est un problème en soi, mais lorsqu'effectivement il est prévu qu'on puisse avoir des élections, c'est justement pour préserver la démocratie. Sinon, on fait comme en Belgique. S'il y a trop d'abstention. Non, mais sinon on fait comme en Belgique. Le vote est obligatoire. Et celui qui vote pas, il paye 200 €, il trouvera d'argent. Voilà. Donc, on continue dans mon raisonnement à moi. Oui. En plus, j'ai pas encore eu le temps de vérifier sincèrement, mais on me dit en gros que près de 50% des communes, les 36 000, le maire a été élu au premier tour. Oui, je vous le confirme, c'est la majorité. Bon, la majorité. Donc, s'il y avait 10% d'élus. On ne peut pas revenir en arrière. Non, mais s'il y a 10% d'élus, on discute. À la limite, à la marge, on veut. Voilà, mais si on est à 51, 55, la moitié de la France a voté, donc on parle pas. Reste le problème de tous ceux donc, qui ont participé et dont l'élection au deuxième tour doit être annulée, ceux-là en droit doivent refaire petit 1, petit 2, un match aller-retour avec une sanction financière extraordinaire puisque l'État sera obligé de rembourser la totalité des frais pour le premier tour de ceux qui n'ont pas été élus. Alors qu'est-ce que vous faites de ceux qui disent, parce qu'il y en a quelques-uns, des constitutionnalistes aussi qui disent que selon leur lecture, encore une fois, et vous avez bien fait de préciser que c'était la vôtre, que selon leur lecture, toutes les communes de plus de 1000 habitants... Pourquoi 1000 Attendez, je sais pas moi, je fais que répéter après. Voilà. Non mais je sais, mais moi j'aime bien l'élection... À partir de 1000. Pour moi, vous savez, moi je suis... en droit, je fais que répéter, moi je suis pas constitutionnaliste. Moi j'ai un défaut. Le défaut, je veux que la règle soit appliquée à tous de la même manière. C'est égalité, liberté, fraternité. Et l'égalité, elle est en l'intérieur. Donc, on considère que tous sont annulés, on recommence tout. Ouais. Ou alors c'est caduque de fait. Non, mais au moins 1000, moi ça m'intéresse. Je veux dire. Parce qu'après, on n'est pas à l'abri d'une manœuvre politicienne derrière. C'est ça qui est problématique. Je dis 1000. Moi, j'habite dans quelle ville? On est à 60 000 pour sécuriser. Bon, disons 100 000. Alors, on ne joue pas ça. Alors, nous avons un juge de paix, cher Christophe. Ce juge de paix s'appelle le Conseil constitutionnel. Ouais. Donc, si c'est annulé et renvoyé... Il peut être saisi par le gouvernement. Voilà. Non, mais il peut être saisi par le gouvernement ou par 60 parlementaires. Il peut aussi éventuellement être saisi par une partie de la population. Mais pour moi, la lecture la plus noble, parce que le droit, des fois, il y a de la noblesse, c'est
ceux qui sont élus parce que sinon on va appeler notre ami Dienor excellent pour lui dire vous n'êtes pas élu vous comme maire. Voilà, c'est ce que certains disent et moi-même d'ailleurs. Et vous-même voilà, comme on découvre. Non, pour moi je pense que la logique voudrait les élus sont élus et les autres recommencent et le gouvernement ça va nous coûter cher. En tout cas on aurait pu éviter tout ça s'il y avait une responsabilité, une maturité politique, Tarek, pardon. Non, on aurait pu éviter tout ça si M. Macron avait écouté mon avis tranché de vendredi. Ouais, mais c'était trop tard. Qui disait qu'il faut reporter la totalité des élections pour tout le monde. Ouais, comme donc, ça a été fait à Londres, voilà, par Londres d'une année. De Sadiq Khan. Alors j'apprends dans votre bouche, cher Christophe, 21 juin. Oui, c'est Édouard Philippe qui a proposé, c'est pas encore arrêté. Ce n'est ni à faire ni à refaire. Il faut dire qu'on annule. J'allais dire, personne ne maîtrise aujourd'hui la date du retour à la normale. J'allais dire, quand on a commencé la grève SNCF, personne n'était capable de savoir si c'est 15 jours et on se retrouvait avec 5 semaines. Mais là, c'est politique en fait. Ils se sont dit, je vais choisir une date qui va pas trop faire paniquer les gens et qui en même temps va rassurer sur et puis après, on peut la rannuler une deuxième fois. Le 21 juin, la fête de l'été, les gens ont autre chose à foutre que d'aller voter. Voilà. Et on sait que par exemple, pour le cas d'Édouard Philippe, l'abstention serait magnifique pour son deuxième tour parce qu'il est en ballottage. Oui, voilà, il y a quand même. C'est serré, c'est très serré, pardon. Il y a 38%. Il n'a pas de réserve de voix, lui, derrière. Il est à 43, en gros. Oui, mais il n'y a pas de réserve, Tarek. Non, mais. Vous savez, les réserves, Christophe, ceux qui ont fait sciences politiques, et moi j'en connais quelques-uns dans ma vie à l'écoute et on rencontre les Alain Duhamel, les je veux dire, ce n'est pas une science exacte. Oui, d'accord, mais c'est pas une science exacte non plus que de remporter même en étant en tête. Ce n'est pas une science exacte non plus que d'être en tête et de remporter l'élection. Oui, non, c'est pas mécanique. De ce que j'ai vu, donc Édouard Philippe là à 43%, son poursuivant PCF, la France Insoumise. 36. Ouais, 38, non, 38. Non, ils sont pas beaucoup moins que 10 points, Tarek. Regardez, c'est beaucoup plus serré que ça. ELV est à 8%, donc ça veut dire qu'il peut avoir un report de voix. Sauf que ELV à 8%, elle ne peut pas se maintenir. Puisqu'il faut 10. Non, mais Alliance, derrière. Non, mais elle peut appeler, machin, et puis le mec, il dit, donc maintenant, vous savez, je connais ce discours. Non, mais c'est vraiment très serré. Vraiment, ça peut suffire pour. Je connais ce discours. Les écologistes, on va leur dire, vous appelez pour les communistes. Donc vous êtes de gauche, vous êtes un faux-né. Surtout que c'est ce qui risque de passer. Mais au moins c'est une réserve de voix qui peut jouer contre Édouard Philippe, tout en sachant qu'il porte aussi sur lui la mauvaise image du gouvernement par rapport aux mouvements sociaux. Et en plus le taux d'abstention qu'on connaît être. Alors la mauvaise image, moi j'adore cette expression parce que il y a un parti qui a contre lui les gilets jaunes, la population, la loi retraite, les syndicats, et il arrive quand même à être systématiquement avant un grand parti. Les Français sont dévots, Tarek Mami, avant un grand parti, LFI, M. Mélenchon, il est toujours LRM. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique. Dans Édouard Philippe ? Non, je parle en général du parti de M. Macron. Donc ce parti est rejeté, et le parti qui le conteste le plus, c'est Mélenchon. Il arrive derrière. Moi, je veux bien faire de la science politique à partir d'aujourd'hui. Je me proclame même spécialiste de l'islam, comme beaucoup sur les plateaux de télévision. Spécialiste maintenant du Covid-19, comme un type hier a expliqué. Je pense qu'il y a déjà une première piste d'explication, c'est que la France insoumise a toujours eu beaucoup de mal à trouver des candidats. Oui, un discours des candidats pour les élections municipales. À Marseille. Et en plus, la République en marche a aussi fait pas mal de stratégies parce qu'ils ont débauché pas mal de ténors de la droite et de la gauche pour la France qui faisaient pas mal de réseaux et qui avaient la possibilité d'aller trouver des élus de terrain pour les rapatrier. Et on a vu effectivement la France insoumise à Marseille, elle a un candidat sur les 16 arrondissements. Il y a quand même un problème. Elle aurait pu avoir au moins un candidat par arrondissement. Donc pour faire clair, ils ont toujours eu du mal à trouver des candidats en fait, la France insoumise. Pour moi, c'est une lecture. Il y aura des lectures avec S, mais la lecture qui me semble un peu au vu des différentes élections, c'est les élus. Bravo à eux, ils sont déjà élus. D'ailleurs, ça reviendra moins cher. Parce qu'imaginez, cher Christophe, parce que là, c'est Bercy qui va parler. C'est-à-dire, si sur les 36 000, il y a plus de la moitié qui ont été élus, si on annule le 2 tours, ça veut dire qu'il faut rembourser le frais de tout le monde. Alors que ceux-là, économiquement, ils ont gagné. Il n'y a pas de frais à leur rembourser à eux. Et il n'y a pas de frais pour ceux qui ont fait moins de 10%. Sans compter tout l'argent dépensé dans les mesures de précaution et d'hygiène. Bon, les amis, on rappelle évidemment qu'il est important
là pour le coup qu'on se ressaisisse parce que quand on voit les images, mais quand on voit les images, pardon, au-delà des mains, d'hier après-midi à Paris, où les parcs étaient pleins. Alors, c'est juste hallucinant. Vous m'aviez donné une info tout à l'heure sur les parcs. Oui. Je peux vous dire que tous les parcs de Paris, en tout cas, j'en ai fait 3, sont ouverts. Non, mais ils sont fermés à partir de ce soir. Non, mais en tout cas, ils étaient ouverts, ils étaient vides. Et s'ils sont vides, c'est pas parce qu'ils sont fermés pour des raisons de sécurité, c'est parce qu'il faisait gris, froid, et que les gens ne vont pas dans les parcs quand il fait pas beau. La mairie de Paris annonce fermer les parcs et jardins de Paris à partir de ce soir. Voilà. Soit après la bataille. Voilà, soit après la bataille, effectivement. Alors hier, on a vu des images quand même qui... Alors c'est vrai, c'est tentant, il faisait beau, etc. On avait envie de sortir, machin. Mais quand même, en pleine épidémie, en pleine pandémie, de voir des gens entassés, allongés les uns à côté des autres, c'est juste alors, pas possible. Alors je peux vous faire une confidence. Hier, je me suis un peu promené pour voir. Oui, vous n'êtes pas prudent d'ailleurs. Non, mais. Je vais vous le dire tout de suite. Vous n'avez pas donné le bon exemple. Ah, si, j'ai dit tout à l'heure à Nabil que j'ai pris un bâton, une canne qui fait à peu près 1m50. Oui. J'ai mis mes lunettes noires et j'ai balancé à droite, à gauche. Et quand les gens tapaient, ils disaient ça doit être en non-voyant. J'avais la distance de sécurité. Bon, boutade. Hier, on était dans une espèce de climat surréaliste où les gens étaient à la fois, je les trouvais très polis. Épaule contre épaule, mais ça gueulait pas et on dirait que chacun n'a que sa propre personne dans le marché. Et il achetait ses courses et regardait pas à droite et regardait pas à gauche, juste remplir le sac et s'enfuir. C'était un moment de Hitchcock que je n'ai jamais connu de ma vie. Bon, juste pour finir, rappeler évidemment qu'il est important de bien suivre les signes, les recommandations strictes des sanitaires et des politiques, du ministre de la Santé, des personnels de santé qui vous recommandent quotidiennement à la télé, à la radio, dans les médias en général, ce qu'il faut faire, ne pas faire. En tout cas, il est important. On rentre dans une période inédite. Que ce soit en France et ailleurs, mais en l'occurrence en France, elle est inédite dans l'histoire de l'humanité. Avec les réseaux sociaux en plus. Voilà, donc parce que ce genre de tâchez de bien respecter, c'est important. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gens donc s'étaient isolés. Je rappelle que la grippe espagnole en 1917 ou 15, en gros en Europe, elle a fait 50 millions de morts. Donc il faut se rappeler les chiffres pour se projeter pour demain. En tout cas, soyez prudents évidemment, prenez soin de vous et prenez surtout soin de vos personnes âgées parce que ils sont vraiment très exposés. Alors là aussi c'est un problème, il faut prendre soin d'eux et en même temps il ne faut pas s'en approcher. Voilà, je sais pas comment faire. Eh ben, vous y allez pas, c'est tout. Et, voilà, je sais pas en fait, chacun fait comme il a à faire, mais en tout cas, suivez bien, prenez conscience que la situation est quand même gravissime et qu'elle est donc il faut réagir à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui. Responsable de soi et des autres. Voilà, il faut être sage et protéger de l'autre. Sage et ne pas paniquer, mais il faut être sage. Exactement. Bien suivre les précautions. Bah très vite les amis. Je sais pas quand, mais à très vite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb